j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu mystérieux, mais tout à fait fascinant, un sujet que j'adore, qui est mon sujet de prédilection, dont je ne vous ai encore jamais vraiment parlé ici. C'est le shadow work. Alors peut-être vous avez déjà entendu ce terme, mais qu'est-ce que c'est vraiment que le shadow work? Et surtout, comment est-ce qu'on peut l'explorer avec le tarot et le journaling? Donc, je vais vous proposer ici une forme d'introduction au shadow work. L'idée, c'est pas que je vous explique le shadow work en long, en large et en travers. L'idée, c'est voilà, d'avoir un premier pas pour comprendre ce qu'est le shadow work et commencer à l'explorer en douceur. Donc, je vais d'abord introduire un petit peu ce qu'est le shadow work, et puis ensuite, je vais faire le lien avec le tarot et le journaling. Puis, je vais vous présenter aussi des jeux parmi ma collection qui, pour moi, fonctionnent très bien et vous expliquer pourquoi. Et je vais terminer avec un petit tirage d'introduction, à savoir que je vous donnerai quand même quelques petits tips quand même quand je vous parlerai du tarot et du journaling. Mais je vous donnerai à la toute fin un tirage pour commencer, voilà, de votre côté, pourquoi pas à faire du shadow work. Voilà, alors prenez votre petit thé, votre petite boisson. Moi j'ai pris ma tasse, l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'adore parce qu'on est sur un thème un peu dark. C'est l'automne, allez-y. Parce que je ne sais pas combien de temps encore elle va prendre cette vidéo, vous me connaissez. Je ne l'ai pas envisagée au départ comme une vidéo forcément qui dure plus que ça, mais avec tous les jeux que j'ai à côté de moi, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc voilà, on y va sans plus attendre, c'est parti, go dans le shadow work. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le shadow work? Eh bien, le shadow work, c'est un concept qui nous vient directement de la psychologie analytique de Carl Jung. Jung, il appelait ombre, donc shadow work, travail des ombres, shadow, ombre, work, travail des ombres. Carl Jung, il appelait ombre toutes ces parties inconscientes de nous-mêmes que l'on se cache, que l'on ignore ou que l'on juge. Toutes les parties inconscientes de nous-mêmes que l'on se cache, que l'on ignore ou que l'on juge. Selon lui, chacun a une ombre et elle contient autant nos peurs, nos blessures, que des qualités cachées que l'on n'ose pas forcément exprimer ou que l'on a réprimées. Il faut bien comprendre que l'ombre, c'est une part de notre inconscient et non de notre conscient. Nos ombres se trouvent dans l'inconscient sans que nous le sachions. Soit parce que notre ego les a réprimées, et dans ces cas-là, il peut les avoir réprimées soit par crainte. Voilà, il peut faire un peu son travail d'ego un peu trop et se dire « Ouh là là, non, hop, on cache ». Ou alors, il peut les avoir réprimées parce qu'il pense nous protéger en le faisant. L'ego, c'est la part de notre conscience qui va nous protéger de nouvelles blessures ou autres quand on a été blessé. Donc, face à une situation où on va être blessé, par exemple, eh bien, l'ego, il va enregistrer ça et il va faire en sorte que ça ne se reproduise pas en enfouissant certaines choses dans nos ombres. Et donc, soit parce que notre ego les a réprimées, soit parce qu'on ne les a encore jamais découvertes et mises au jour. Il y a des parties de nous, de notre inconscient, qu'on n'a pas encore mises au jour. Je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit sur Instagram, je ne sais pas trop si je vous l'ai déjà dit ici, mais c'est quelque chose que je dis assez souvent. Notre conscience, c'est 10%. Notre inconscient, 90%. Donc forcément, il y a des trucs qu'on n'a pas encore découverts, il y a des trucs qu'on n'a pas encore mis au jour, il y a des choses qui sont dans notre inconscient qui ne sont pas des ombres, bien évidemment. Les 90% d'inconscient ne sont pas des ombres, mais parmi cet inconscient, il y a une part d'ombre qu'on n'a jamais encore expérimentée, des choses qu'on ne se connaît peut-être pas encore ou qui sont cachées et qui attendent à se faire réveiller à un moment où on s'y attend pas parce qu'on va réagir à une situation. Les ombres ne sont pas toutes, n'ont pas toutes été découvertes puis réprimées. Il y en a aussi beaucoup qu'on n'a jamais encore soupçonné. Voilà. Il faut savoir que l'ombre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose que l'on doit ou que l'on veut absolument éliminer.
L'ego fait ce travail-là pour nous protéger ou parce qu'il a peur de quelque chose et que c'est un peu son travail d'ego d'aller faire le tri et d'essayer, voilà, de nous protéger ou parfois de faire un peu de «zèle» entre guillemets. Mais c'est en soi, nos ombres ne sont pas à éliminer à tout prix. Ça peut être aussi une erreur de la part de notre ego que de les avoir cachées. Les ombres, ça peut être des qualités ou des défauts. Ça peut être du positif comme du négatif et ça peut même être des choses tout à fait neutres. C'est simplement des petits morceaux de nous-mêmes que l'on ne connaît pas encore ou que l'on se cache pour différentes raisons. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Donc le shadow work, eh bien, ça va être le travail sur ses parts d'ombre. Donc le travail de l'ombre, c'est le fait de travailler sur ses parts d'ombre. Et travailler avec notre ombre, eh bien, ce n'est pas aller se flageller, se critiquer, se juger en permanence, se dire que ce qu'on fait c'est pas bien, ou vouloir à tout prix se faire mal. C'est juste apprendre à reconnaître notre ombre, à l'accueillir, à comprendre ce qu'elle a à nous apprendre. Bref, c'est la mettre en lumière. Et le travail de l'ombre, c'est exactement à ça qu'il sert. Mettre en lumière nos parts d'ombre. Donc ça peut paraître très sombre quand on parle de travail de l'ombre, mais ça a un but au contraire très lumineux, c'est de faire ressortir des parts de nous que l'on ignore ou que l'on se cache pour les mettre à la lumière. Et le tarot, c'est un outil incroyable pour ça. C'est un outil incroyable parce qu'il va refléter comme un miroir ce qui fait partie de notre inconscient. En général, que ce soit ombre ou pas, le tarot a une capacité incroyable de révéler notre inconscient parce que chaque carte, elle peut nous montrer un aspect de nous-mêmes que l'on ne voit pas et elle peut nous aider à l'explorer en toute sécurité à travers son imagerie. Et donc, étant donné que l'ombre fait partie de notre inconscient, eh bien forcément, elle va venir aussi, le tarot va venir aussi chercher ces parts d'ombre à travers notre inconscient et les faire ressortir à travers les imageries face auxquelles on peut se trouver. C'est ce qui fait que le tarot, c'est un outil aussi puissant pour explorer à la fois l'inconscient et les ombres. Et encore plus profondément, les ombres. Et c'est aussi pourquoi, personnellement, je ne pratique pas le tarot de Marseille, vous le savez déjà, je n'ai pas de tarot de Marseille, j'en ai eu, mais je les ai tous revendus parce que je m'en sers pas. J'ai ce qu'on va appeler les pipe decks qui vont s'apparenter à du tarot de Marseille, mais ça reste des jeux où il y a quand même une espèce d'illustration quelque part un petit peu qui nous... Voilà. Moi, personnellement, voilà, le tarot de Marseille ne me parle pas, donc c'est pas forcément un jeu avec lequel je ferai du tarot psychologique ou du travail de l'ombre. Je sais qu'il y a des personnes qui en font avec, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, moi, je vous conseille d'aller plutôt vers le Rider-Waite-Smith et vers, du coup, ses dérivés pour ce travail-là, pour justement le côté imagerie. Parce que c'est vraiment ça qui va refléter, en fait, notre inconscient. On va se voir, en quelque sorte, à travers les images, de différentes façons. Et c'est ce qui va pouvoir nous permettre de cheminer autour. Pour faire du shadow work avec le tarot, je vous invite à noter là par exemple assez rapidement. Vous pouvez vous poser des questions du style: qu'est-ce que cette carte révèle chez moi que j'ignore? Qu'est-ce que cette carte révèle chez moi que j'ignore? Ok. Vous pouvez aussi vous demander par exemple quelle partie de moi a peur ou se sent bloquée. Quelle partie de moi a peur ou se sent bloquée? Et là, vous tirez une carte et cette carte-là, elle va révéler quelque chose en vous peut-être, voilà, qui est caché dans votre ombre, votre peur, un blocage ou autre dont vous n'avez pas forcément conscience. Ok? On va ajouter à ça, parce que vous savez que j'utilise énormément le tarot avec le journaling. Pour moi, c'est indissociable. Je ne dis pas que j'écris sur tous mes tirages, parce qu'il y a des tirages qui ne me demandent pas nécessairement ça, mais j'écris quand même beaucoup autour de mes tirages. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, notamment justement parce que c'est idéal en fait d'aller écrire pour laisser exprimer notre inconscient. Quand tu écris, il y a un moment où tu enlèves un peu les barrières, tu te laisses porter par l'écriture et tu vas finir par écrire des choses
que tu n'aurais pas soupçonné au début quand tu as commencé à écrire. Tu vas mettre des mots sur ce que tu ressens en écrivant. Voilà, tu te retrouves face à une carte, tu vas mettre des mots sur ce que tu ressens face à cette carte-là. Et en fait, tu vas commencer à mettre en lumière certaines de tes ombres. Tu vas mettre en lumière ton inconscient, déjà, des choses qui font partie de ton inconscient, mais encore plus, petit à petit, des choses qui peuvent faire partie de ton ombre et que vraiment tu ignores totalement et qui peuvent changer, changer ta vie, changer ta perception de toi-même, changer plein de choses en toi. Alors, petit disclaimer, l'important c'est de rester bienveillante envers toi-même, même quand des aspects moins confortables apparaissent. Parce qu'il y en aura. L'ombre, c'est pas toujours confortable. C'est pas parce que c'est inconfortable que c'est pas positif ou que c'est pas, voilà, c'est pas forcément négatif, sombre, douloureux, tout ce qu'on pourrait entendre sur le shadow work. Parfois, ça peut faire un bien fou de faire ressortir des choses, mais par contre, c'est pas toujours confortable. Et donc, c'est important de rester toujours dans la compassion envers vous-même et de savoir vous arrêter si justement c'est trop inconfortable pour vous. On n'est pas là pour souffrir. Le shadow work, c'est pas là pour vous mettre en dépression. Le but, c'est que vous travailliez sur vous-même et que vous fassiez ressortir des choses, que vous preniez conscience de plus en plus des choses, que ce soit quelque chose de caché dans ton inconscient de base, ou que ce soit quelque chose vraiment caché dans une ombre parce que l'ego l'a réprimé ou que tu ne l'as pas encore vraiment mis au jour. J'espère que ça c'est clair. C'était ma petite introduction au shadow work. On va passer du coup au jeu que je vous conseille. Alors, je pensais pas en avoir autant. Et puis, bah voilà, j'en ai plein. Donc, j'ai aussi bien des tarots que des oracles. J'ai pas forcément pris de Petit Lenormand pour le sujet là. Non, j'ai pas de Petit Lenormand. Et on va commencer assez naturellement avec les jeux qui sont faits pour ça. Donc là, pour le coup, j'ai 3 tarots, 3 oracles. Les jeux qui sont faits pour ça. Alors, on va commencer avec, je pense, le plus évident, celui dont je vous ai déjà parlé pour ça, c'est mon ami le Dark Reflection Tarot. Il est de chez Lamucci. Celui-ci, il est génial pour Shadow Work et il est très bien pour des débutants en Shadow Work, pour des personnes qui voudraient un petit peu voir... alors, je vais montrer l'autre côté. Voilà, les tranches, elles sont holographiques noires et puis le dos est tout noir. Voilà, je pense que là, on voit bien la lumière. Moi, je l'adore, celui-ci. C'est encore un de mes chouchous Shadow Work. Ce qui est super avec lui, eh bien, c'est que, en fait, sur chaque image, vous allez avoir la partie ombre de la carte. Par exemple, ici, la justice, on voit une version d'elle un peu plus dark. En fait, alors déjà, les couleurs, l'ambiance, etc. On a une représentation, c'est pas un clone Rider-Waite-Smith, mais il est très proche du Rider-Waite-Smith quand même. Il est très très proche. Et ce que j'aime justement, c'est que eh bien, il va aller nous montrer un petit peu les côtés qu'on ne voit pas forcément quand on prend un Rider-Waite-Smith classique. Alors, j'ai oublié de vous dire, je voulais absolument vous le dire avant de commencer, vous pouvez faire du shadow work avec tout type de jeu, ce que vous voulez, le jeu le plus mignon qui soit, et d'ailleurs des fois les jeux les plus mignons sont ceux qui nous triggerent le plus. Vous pouvez évidemment faire du shadow work avec votre Rider-Waite-Smith classique, aucun problème. Vous pouvez même le faire avec un Marseille, vous pouvez le faire avec un oracle, vous faites avec ce que vous voulez. Personnellement, je vous conseille le Rider-Waite-Smith. Et personnellement, je vous conseille ces jeux-là que je vais vous montrer, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire du shadow work avec. C'est sûr que si vous avez ce jeu, par exemple, vous êtes tout de suite plus dans l'ambiance. Et ça va vous aider un petit peu plus à plonger dans le shadow work. Mais franchement, moi j'ai fait du shadow work avec mon Rider-Waite-Smith classique. D'ailleurs, mes significations personnelles liées au shadow work, je les ai notées sur mon Notion. Sur ce Notion, l'image que j'associe, c'est l'image de Rider-Waite-Smith classique. Donc, voilà, il n'y a aucun souci et vous pouvez tout à fait vous servir d'un tarot classique. Pas besoin d'avoir un tarot shadowy, mais j'avais envie de vous faire une petite sélection. Et pour moi, s'il ne devait n'en rester qu'un, honnêtement,
parce qu'il est aussi bien pour les personnes les plus aguerries que pour les débutants, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là, il est génial. On va avoir une couleur associée à chaque suite. Les bâtons, ils ont cette espèce de rouge un peu bordeaux. Les pentacles, ils vont avoir un vert forêt. Les coupes, elles ont une espèce de bleu nuit, un peu... ouais, bleu nuit, je dirais. Les épées ont une espèce de jaune moutarde un petit peu. Et puis, les arcanes majeures, elles ont un violet un peu, normalement. C'est une sorte de violet, ouais, c'est ça. C'est un violet un peu noir. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est... Voilà, moi je l'adore. S'il devait n'en rester qu'un pour ce sujet-là, je pense honnêtement que pour moi ce serait celui-ci parce que comme je vous dis, il est aussi bien pour les débutants que les plus aguerris. Moi qui fais du shadow work depuis plusieurs années maintenant, je l'utilise toujours et je l'aime toujours autant. Il est 2023 et donc ce qui est très bien aussi avec lui, c'est que du coup vous allez avoir la part d'ombre à explorer, par exemple, pour chaque carte, les défis si jamais cette part est réprimée et l'opportunité de grandir, on va dire, si vous acceptez cette part d'ombre et vous allez avoir des questions. Donc, franchement, il est génial. Voilà, je pourrais arrêter la vidéo là. Non, je plaisante, mais il est vraiment génial. Il est vraiment fait pour ça. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout de l'avoir parce que il m'a aidé aussi énormément à cheminer justement dans mes interprétations aussi, dans mes propres références d'ombre à travers les cartes. Et donc du coup, si vous êtes débutant et que vous voulez essayer de lire les ombres dans les cartes, bah, il va grandement vous y aider. Je pense en tout cas qu'il peut grandement vous y aider. Donc ça, c'est le premier que je vous conseille dans ceux qui sont faits pour ça. Ensuite, dans ceux qui sont faits pour ça, il y a le Moonchild Tarot, la version Shadowwork. Ok, c'est une édition différente de l'édition classique. C'est un jeu de Daniel Noël. Lui, il est vraiment intéressant aussi parce qu'il va montrer... alors, si vous avez le Moonchild, j'aurais pu vous comparer avec le Moonchild classique parce que j'ai les deux. J'ai les deux. Oui, je l'ai remis en ordre justement pour les comparer tous les deux. J'aurais dû prendre le classique. Mais en fait, voilà, les cartes vont avoir... Alors, la plupart des cartes sont différentes, mais il y a des cartes qui vont être identiques, mais qui vont montrer une phase un peu plus shadow. Voilà. Bon, c'est pas le plus shadow de tous les jeux, hein. Il reste quand même très Daniel Noël, donc quand même assez lumineux. Mais il y a une part de mystère dedans, il y a des choses intéressantes. Et surtout, alors vous voyez le Dark Veil pour le diable. Voilà. Bon, je l'avais remis dans l'ordre du coup, là vous voyez que les majeurs. On va essayer de passer un peu. C'est pas le plus... Dans la représentation telle qu'elle est, c'est pas le plus shadow, on va dire. C'est pas celui qui va le plus nous faire penser forcément aux ombres. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir un jeu très sombre pour faire du shadow work à travers. Donc c'est pas forcément gênant. Ce qui va être intéressant avec lui, je ne vous ai pas montré en plus, je fais pas les choses bien. Il a des tranches d'un violet magnifique que j'adore. C'est une de mes tranches de jeu préférées. Et le dos est comme ça. Franchement, c'est un vrai bonheur ce jeu, que ce soit par la texture peau de pêche et tout. Il est hyper agréable. Ce qui va être hyper intéressant avec lui, c'est encore une fois le guidebook qui est super bien fait. On va avoir autant de choses à manger, on va dire, que pour les arcanes majeures que pour les mineurs. Et bien lui, il va pareil nous poser des questions, il va pareil voilà, nous montrer la face sombre, donc il est très bien fait pour ça. Il est vraiment très intéressant et je vous le recommande. Alors après, c'est sûr que là, les deux, ce sont des jeux auto-édités. Et c'est vrai que celui-ci, le Moonchild Tarot, n'est pas forcément donné. D'ailleurs, le Dark Reflection vaut son prix aussi. Mais si j'en ai un des deux à vous conseiller, c'est vraiment plus le Dark Reflection. Mais celui-ci est très intéressant et moi j'aime beaucoup travailler avec aussi. Et le guidebook est très bien fait.
comme d'habitude avec Daniel Noël, faut aussi prendre et laisser certaines choses. Enfin voilà, moi je suis pas toujours fan de tout ce de tout ce qu'elle écrit, mais sur le shadow work, elle a des bonnes réflexions qui m'ont fait aussi avancer. Donc ça, voilà, il a le mérite d'exister et moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Le dernier, c'est le Shadowland Tarot de Monika Bodirski. Il existe aussi le Petit Lenormand. Ça, c'est pépite. Alors, il est en anglais. Ils sont tous les trois en anglais. Ils sont tous les trois en anglais. Il n'y a pas de traduction en français. Désolée, mais les 3 oracles sont des oracles français. Pour me rattraper. Celui-ci, il est mass market. Il est mass market, il arrive dans une grosse boîte. Et alors lui, il a un côté vraiment très très intéressant visuellement. On commence déjà à avoir quelque chose visuellement qui est aussi très intéressant. Je me garde le livret sur le côté. Ça y est, je commence à tout faire bouger. N'importe quoi. Alors, je suis à peu près centrée. Lui, il est très intéressant visuellement parce que dessus, il y a des personnages qui sont un peu creepy, qui peuvent être un peu dérangeants. Et donc, il va commencer à parler un petit peu justement à notre inconscient et pourquoi pas à nos parts d'ombre. Voilà, vous voyez, il a des personnages quand même qui peuvent être un peu dérangeants, des personnages qui ont des têtes, là, il a une espèce de tête de mollusque. Ils ont des yeux blancs un peu livides. Bon, voilà, ça a une esthétique quand même un peu dérangeante. Et c'est le but, puisque Shadowland Tarot, il a vraiment été fait pour aller explorer les ombres, hein, celui-ci. Et c'est un chouchou. Moi, je suis une grande fan de Monika Bodirski. Je l'adore. Et je trouve que ses guidebooks sont super bien faits, que ses jeux sont incroyables. Moi, je suis une grande fan. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, je ne peux que le conseiller, surtout que celui-ci, c'est un mass market. Les tranches sont dorées, le dos est comme ça. Franchement, c'est une pépite. Et donc, ensuite, le guidebook, eh bien, par exemple, là, on va avoir... Est-ce que je suis bien centrée? On va avoir le 9 d'épée. Vous allez avoir la carte, les mots-clés, les ombres, le message et des réflexions, donc des questions. Le message, il y a quand même de quoi faire. On a quand même pas mal d'ombres à chaque fois. Franchement, elle a fait un travail énorme. Des 3 guidebooks, là, des 3 jeux que je vous ai présentés, c'est quand même pour moi... Après, le Dark Reflection, le livret n'est pas forcément très, très grand, mais il est hyper concis sur le côté ombre, donc il est super aussi. Mais vraiment, celui-là, elle fait des boulots de dingue à chaque fois sur ses guidebooks, elle est incroyable. Moi, j'adore le travail qu'elle fait, et j'ai l'impression de me voir un petit peu dans ce qu'elle fait. Sans vouloir me jeter de fleurs ou autre, parce que je l'admire beaucoup et que je lui arrive pas à la cheville. Déjà, je dessine pas, tout ça, c'est pas la question. J'aime dans son analyse, dans sa façon de voir les choses, des fois je me dis oh, mais c'est dingue parce que je pense la même chose que ce qu'elle a écrit et voilà, j'aime beaucoup son point de vue. Et puis il y a aussi voilà, à chaque fois une petite phrase sur les majeurs. Il n'y a pas sur les mineurs. Il y a une petite phrase aussi sur les majeurs en mode un peu mantra. Voilà. Il est super bien. Et si du coup vous n'avez pas forcément le budget pour avoir le Dark Reflection et que vous voulez vraiment avoir un jeu pour travailler sur les ombres, c'est celui-là que je vais vous conseiller. Parce que voilà, il est mass market et il est génial. Bien sûr, il faut aimer l'esthétique un peu dérangeante, bien que dans le Dark Reflection, il y a une esthétique pas non plus toujours très agréable, hein, parce que le but, c'est aussi de nous faire un peu réagir. Mais voilà, faut accrocher. Mais en tout cas, rien que pour le guidebook, il est super. Et puis moi, j'aime beaucoup ses illustrations, personnellement. Donc voilà. On passe aux oracles. Donc toujours dans ceux qui sont vraiment faits pour ça. On va avoir l'oracle Shadowwork de Fiona Horn. Révélez votre part d'ombre. Celui-ci, il est aux éditions intuitives. Les tranches sont argentées, le dos est comme ça. Alors, lui, c'est pas, quand on le voit comme ça, il n'est pas forcément hyper dérangeant, il n'a pas forcément une esthétique dérangeante ou autre, mais voilà, il va avoir à chaque fois, par exemple, vainqueur, il est bon de demander de l'aide, sonner, exprimer votre âme créative, lâcher prise, alléger votre fardeau. Il est shadow work parce qu'il va aller nous montrer que, bah, voilà, c'est ça qui pêche, c'est ça qui cloche, et il va falloir travailler dessus pour voilà, pour faire sortir cette ombre-là. Donc, il est super intéressant. C'est pas le plus shadow des shadow work. Alors là, on voit des personnes avec des masques, ça peut être dérangeant. Il y a quelques imageries qui peuvent être quand même dérangeantes.
Mais vous voyez, révélation, exprimer votre véritable personnalité, bah, peut-être que ça va ça va mettre en lumière le fait que bah, vous vous cachez derrière un masque, il y a des choses que voilà. Alors des fois, il peut quand même y avoir voilà, des esthétiques qui sont pas toujours encore le masque, respecter votre authenticité. L'idée, c'est vraiment de vous faire travailler sur bah, parfois sur des parts de vous voilà, que vous n'osez pas forcément voir. Et pareil, le guidebook est assez intéressant. Par exemple, ici, chauve-souris, vous allez vous rendre fou. Il y a quand même pas mal de choses dessus. Donc, on va avoir tout le descriptif. Et puis, on va avoir le travail de l'ombre. Donc, souvent, c'est des petits rituels avec une pratique quotidienne. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui va faire qu'on va aller plus dans l'ombre. C'est cette partie travail de l'ombre où, voilà, elle propose, Fiona Horn, d'aller travailler réellement, concrètement avec. Alors, c'est un peu des rituels un peu psychomagiques. Mais moi, je le trouve très intéressant. Je trouve qu'il y a des bonnes choses dans le guidebook. Et pour moi, voilà, il est shadow work, on peut se dire oh là là. Et en fait, il est très doux. Il est introspectif, mais il reste très doux. Donc ça, il est mass market celui-là. Et honnêtement, c'est un bon point d'entrée. Un autre que moi, j'ai en anglais, mais il existe en français. Il s'appelle Miroir Obscur, je crois. Je vous mettrai le lien en français en descriptif. C'est un oracle, donc le Dark Mirror de Laura Sava. Il est chez Lo Scarabeo. Lui, par contre, il peut avoir une esthétique dérangeante. Je vous l'ai déjà montré. Et le but, lui, par contre, c'est d'aller un peu plus creuser. Pour le coup, lui, il est un peu plus dérangeant. Il est un peu plus sur le côté vraiment ombre. Voilà, il y a des images qui peuvent être dérangeantes vraiment. Et lui, il va toucher des trucs qui font pas forcément toujours plaisir. Il va aller réveiller des choses, lui. Lui, il creuse un peu plus loin que celui que je vous ai montré juste avant. Donc, moi, je le trouve très intéressant. Mais il n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Et donc, le guidebook est intéressant, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Il est en anglais, mais il y a quand même des phases en français. Il va y avoir la phase lunaire, il va y avoir l'étape. Et puis une phrase. Et puis en anglais, par contre, il est un peu plus... voilà. Il est un petit peu plus recherché. Mais voilà, c'est pas non plus... je dirais que là, celui-ci, pour l'imagerie, le mot-clé, bon, regardez le guidebook, c'est toujours intéressant. Honnêtement, quand je l'ai pris, je me suis dit, en plus, c'est un Lo Scarabeo, je savais pas trop à quoi m'attendre et tout. Quand j'ai pris, je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne. Et en fait, lui, il va creuser des trucs vraiment intéressants, aussi bien dans l'image que, voilà, que dans l'interprétation. Donc voilà, celui-ci, c'est à faire attention quand même quand vous l'utilisez, à être... c'est ça que je vous ai pas dit aussi, c'est que vous pouvez pas faire du shadow work quand vous n'êtes pas bien du tout dans votre vie. Le shadow work, c'est réservé à des moments où, au contraire, on se sent bien et où on est prêt à encaisser certaines choses si nécessaire. Donc voilà, si vous sentez pas que c'est le bon moment, n'y allez pas, quoi. Et le dernier oracle, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre, du Duc Va-Nu-Pieds et de Nyx Tarot. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté aussi parce que je travaille avec sur mes peurs, mais c'est un très bon oracle de shadow work. Vraiment, vraiment, celui-là, je l'adore. Et s'il devait en rester qu'un pour moi, là, parmi les oracles, ce serait celui-là, les trois. Ça et le Dark Reflection, vous avez un bon moyen de commencer. Qu'on va pas forcément avoir des choses, vous voyez, si dérangeantes ou autres, mais ça va vraiment venir nous discuter sur nos parts d'ombre. Voilà, on peut avoir quelques esthétiques dérangeantes, mais il va venir sans trop crier gare, nous titiller, mais alors à chaque fois les messages sont puissants et moi je travaille dessus, je travaille avec sur mes peurs avec le Somnia Tarot. Je les adore tous les deux vraiment parce qu'ils font réveiller des choses vraiment. Voilà, vous allez avoir à chaque fois une page. Et puis d'autres idées de mots-clés en plus de celui qui est déjà... C'est pas le plus dark en soi, mais alors, quand on commence à travailler avec, il tabasse. Pas forcément dans le négatif, hein, mais il dit ce qu'il a à dire. Moi, avec le Somnia, je l'adore. Voilà.
Donc ça, c'était les 3 tarots et 3 oracles. Donc c'est aussi un mass market, celui-là, il est en français. Ça, c'était les 3 tarots et les 3 oracles qui sont faits pour ça, qui se disent ombre, voilà. Que je voulais quand même vous présenter, que je vous conseille moi personnellement, avec une petite préférence dans les oracles pour celui-ci et pour le Dark Reflection Tarot. Ensuite, je vais aller sur la catégorie jeu symbolique et jeu abstrait. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux dire là-dedans. Jeu symbolique et jeu abstrait. Comment qu'on va faire? Alors, parce que j'ai encore une tonne de choses, vous le savez, j'ai toujours plein de choses. Voilà, on va d'abord parler de ces 4-là. Donc, quand je dis jeu symbolique et jeu abstrait, eh bien, forcément, il va y avoir des jeux symboliques et des jeux abstraits. Et on va commencer avec les jeux abstraits. Mais les jeux abstraits sont aussi symboliques, vous allez voir. Alors, j'ai encore 2 tarots, 2 oracles, enfin, j'ai 2 tarots, 2 oracles, mais j'ai encore moite-moite, on va dire. Le premier avec lequel je vais commencer, c'est le Margaret Peterson Tarot, qui est un mass market. Hop, celui-ci, il est hyper abstrait. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté celui-là, je ne suis pas certaine. Il est hyper abstrait. Voilà. Vous voyez, là, c'est le chariot. La chariote. Et donc, on voit là ces animaux, une espèce de spirale. Là, on voit un visage qui se dessine. Il y a énormément de choses. Ça laisse totalement place à l'imagination. Totalement. Et voilà, vous allez avoir des choses qui sont un peu plus claires et puis des choses parfois qui sont un peu plus floues. Mais alors, vous pouvez vous plonger vraiment dans la carte. D'ailleurs, quand je vous ai fait la vidéo sur méditation, contemplation, visualisation et pathworking, j'aurais très bien pu, je crois pas vous l'avoir présenté dans cette vidéo. Je sais plus ce que je fais, ça se trouve je vous l'ai présenté. Si je ne vous l'ai pas présenté, vous pouvez tout à fait faire ça avec lui. Il peut vous emmener très 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 loin. Quand on le voit comme ça, on se dit oulala, mais en fait, voilà, il emmène loin. Il y a les soul cards aussi qui font ça. Pour moi, les soul cards, c'est peut-être même encore plus parce qu'il n'y a pas ce côté peinture comme là, parce que là, c'est vraiment des peintures de Margaret Peterson. Mais alors lui, pour le shadow work, par contre, faut vraiment être prête et il faut vraiment, je dirais, ça pour moi, je le proposerai pas aux débutantes totalement, parce qu'il faut lâcher prise à un moment, il faut savoir que ce qui peut nous venir vient parfois quand on s'y attend le moins. Donc il faut baisser la garde, voilà, il faut lâcher prise là-dessus. Il ne faut pas chercher à être trop dans le contrôle parce que sinon vous aurez du mal à interpréter, voilà, à l'intuition ces cartes. Mais alors elles ont un pouvoir pour moi, pour le shadow work énorme. Et le guidebook, alors il est en anglais. Le guidebook est super. Il n'y a pas grand chose, mais alors sa vision du tarot est géniale. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté abstrait avec le Margaret Peterson Tarot. J'en ai un deuxième qui est le Tilduik Tarot. Donc moi, j'ai le 10e anniversaire, donc celui qui vient avec le guidebook. Le guidebook est tout petit. Donc les tranches, elles sont un peu dorées. Je sais que l'édition, la seconde édition, c'est plutôt cuivré. Le dos est comme ça. Lui, pour moi, c'est un tarot suffisant. Enfin, je le mets dans la catégorie abstrait. Je le mets dans la catégorie abstrait. Et pour moi, en fait, quand on se plonge dans cette image, bah, encore une fois, il est génial pour tout ce qui est méditation, etc., pathworking. On peut vraiment se plonger dedans, on rentre en fait dans cet univers. Voilà, je peux rentrer dans cet univers à partir de la carte de l'étoile, bah, qu'est-ce que ça me dit, puis je vais aller regarder tous les détails, et je vais forcément y voir quelque chose qui va parler à mon inconscient et qui peut parler à mon ombre. Lui, je l'aime beaucoup pour ça, il n'est pas du tout à la base, je ne l'utilise pas que pour ça, il n'est pas fait pour ça à la base, mais il est tellement habité, il est tellement mystérieux, que du coup, je trouve qu'il a ce côté abstrait, un peu comme les peintures de Margaret Peterson, où on va se plonger dedans, et voilà, on va aller y découvrir tout un monde, et en fait, ce qu'on y découvre, c'est à la fois ce qu'on voit, mais c'est surtout notre monde intérieur, vraiment. Pour moi, il parle à notre âme, lui, mais alors d'une force incroyable.
Je le trouve très, 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 très bien pour ça. Encore une fois, là, je vous dirais que c'est pas forcément non plus le plus indiqué pour des débutants, hein, parce que comme pour le Margaret Peterson, à un moment, il faut avoir un peu lâché prise et voilà, enlever ces barrières, enlever un peu les limites qu'on peut se mettre. Donc si vous sentez qu'à un moment dans votre pratique, vous êtes prête plutôt à aller un peu plus loin parce que les imageries plus classiques ne vont peut-être pas assez loin, entre guillemets, vous pouvez tout à fait tenter avec ça. Et j'ai 2 oracles. Le Tidwick, il est indépendant, hein. J'ai 2 oracles. Je vais d'abord avoir les cartes divinatoires d'Elgariel, d'Alcide, Nathanaël. Celui-là, je vous en ai parlé pour le Pathworking. Mais alors vraiment, lui, pour le Shadowwork, il est ouf aussi, parce que voilà, ça peut vraiment nous faire ressortir des choses. Voilà, ce soldat, ce chat noir, le train. Si on a des choses, voilà, la corde, cet escalier, ça peut rappeler, je sais pas, enfin, pour moi, pour des personnes qui ont eu des blessures dans l'enfance, des choses assez profondes, lui, il peut réveiller des trucs assez forts. Donc, pas à mettre entre toutes les mains non plus. Il est habité, lui, c'est comme le Tidwick. Mais vraiment, il peut nous emmener... Alors, souvent, il y a quand même une part un peu méditative à avoir avec les cartes comme ça, où vraiment, on va se laisser entraîner dans le décor pour à un moment que dans notre inconscient, il se passe un truc, quoi, en fait. C'est ça qu'on va aller chercher. C'est qu'il se passe un truc dans notre inconscient. Là, pas besoin de regarder les guidebooks hein, pour ces jeux-là. On y va à totale intuition, au ressenti, à fond. Et le dernier, c'est le Cave of Sybil de Tiramé. Lui, c'est un chouchou absolu. Je l'aime terriblement. Alors lui, il a un guidebook, mais le guidebook, en fait, ça va être plus une sorte d'un peu de poème. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, comme un petit haïku un peu. Lui, il peut être dérangeant. Hein. Il y a des cartes qui peuvent être très dérangeantes. Mais alors, il est pareil, il est d'une profondeur. Donc le nom est écrit derrière. Faceless, sans visage. Voilà, pas de visage. Le nom est écrit derrière. Et l'idée, c'est que bah, ça vienne nous chercher quelque part, quoi. Il peut être très dérangeant, lui. Il vient vraiment toucher à la féminité profonde. Je vous en ai parlé parce que pour moi, c'est l'un de mes chouchous pour travailler sur le dark féminine. Je vous en parlerai aussi du dark féminine ici, bien sûr. Il a un côté magique, mystique, rituel. Voilà, Tiramé, elle est très... Voilà, c'est du Tiramé pur jus. Hein. Mais lui, il vient chercher des trucs. Et moi, j'ai travaillé avec sur mon dark féminine. Donc, comme je vous disais, je travaille même encore très régulièrement dessus avec. Et il est venu, moi, me titiller sur des choses, me réveiller sur des trucs... Lui c'est du lourd, et puis bah, comme les autres plus abstraits, voilà, il n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Il peut être dérangeant, mais il dit les choses, et moi en tout cas, il me parle directement. Il va droit dans mon inconscient, et quand j'étudie la carte pour travailler, je sais tout de suite où il veut m'emmener. Et voilà, moi j'ai l'habitude de faire du shadow work, donc je ne suis pas forcément bouleversée par les messages que je peux avoir dans mes jeux, même si parfois il y a des messages auxquels je ne m'attends pas et qui peuvent vraiment réveiller des choses. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut voilà, apprendre à votre précaution. Celui-ci, il est indépendant, je vous mettrai aussi le lien comme d'habitude. Ensuite, je vais passer au symbolique. Alors, j'ai un tarot, un oracle pour les symboliques. Pas plus. Je vais commencer par le tarot. J'aurais dû ouvrir la boîte avant. Le tarot, c'est... C'est le tarot divinatoire du corbeau. Lui, il est très symbolique. Il est presque, comme je vous disais, un peu pipe deck. Donc, les tranches sont dorées, le dos est comme ça. Lui, il est hyper symbolique. Mais alors, il est tellement simple et symbolique que du coup, voilà, vous voyez la papesse avec ce miroir.
C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que le côté Marseille et tout, moi personnellement, je l'utilise pas, mais en plus j'aurais du mal, je pense, à faire du shadow work avec, même si je lisais le Marseille. Lui, ça reste un Rider-Waite-Smith, mais voilà, il est très symbolique, il est très simple, il va droit au but, et en fait, c'est ça que j'adore par rapport au shadow work, c'est que... Et c'est pour ça que je mets dans la catégorie symbolique et un peu abstrait, parce qu'en fait, on tombe, voilà, sur un symbole, et notre inconscient va faire le reste, c'est-à-dire qu'on va regarder cette image, et puis ça va venir nous travailler sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément, vous voyez, cette lanterne de l'ermite, dans un creux, on se rend compte que c'est peut-être le creux d'un arbre. Il y a plein de trucs, en fait, les épines, là, sur la rose. Moi, je le trouve super puissant, lui, pour le shadow work. Vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment. Voilà, donc ça, c'est le tarot divinatoire du corbeau. Donc, je me sers absolument pas pour faire du divinatoire. Des fois, les noms sont pas toujours... voilà. Mais pépite, celui-là, pour le côté symbolique, parce qu'il va aller chercher, voilà, des choses de façon très simple. En fait, parfois, ça va dépendre. Parfois, en fait, notre inconscient, il va réagir à des images simples. Parfois, il va réagir avec des choses un peu plus dans la profusion. Voilà, ça dépend, mais moi, je le trouve super. Il faut l'expérimenter après pour comprendre aussi ce que ça peut apporter. Et on va avoir le petit Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Et moi, j'ai le Bloody Hell Edition. Alors, je dis pas que la version classique n'est pas, mais le fait que ce soit la Bloody Hell Edition, ça aide un peu plus à entrer dans le shadow work. Non pas parce que, du coup, il est un peu shadow, mais parce que, voilà, ça va lui donner une esthétique un peu dérangeante. Et tout de suite, en fait, en voyant ça, on va plutôt penser au côté négatif de la carte qu'au côté positif. Je dis pas que la version classique fait penser au côté positif, parce que qu'elle ait un visage rouge ou pas, cette sorcière, elle n'a pas l'air sympathique. Et donc lui, il est très très bien au niveau symbolique pour aller nous chercher dans le shadow work par petites touches, en accompagnement d'un tarot, voilà, parce que c'est juste des petits symboles. Mais alors ils ont 1 million de choses à nous dire, chaque petit symbole. Et du coup, pas forcément seul, mais en accompagnement avec un tarot, voilà, ça peut être hyper puissant. Il y a des symboles qui sont tout à fait classiques, hein. Mais voilà, ce bouclier, il va quand même nous dire qu'il y a peut-être un manque ou un besoin de protection. Bon, bah, le poison, ok. Voilà. Il y a forcément un côté dérangeant à toutes ces cartes, même pour celles qui ne sont pas les plus dérangeantes. Il y a un truc à dire derrière. Donc voilà. En oracle symbolique, c'est vraiment celui-là que je vous conseille, qui est très bien aussi pour les débutants. Et ça va vous aider aussi à avoir un petit peu des associations avec certains mots-clés, certaines imageries, des associations de shadow work. Le tarot divinatoire du corbeau, un petit peu aussi, parce que là on a le côté miroir, on peut avoir le côté graine, les épines, le nid. Il y a des symboliques qui sont assez intéressantes à creuser par rapport à ça. Donc ça, c'était les deux, le tarot et l'oracle plus symbolique. Le tarot divinatoire du corbeau, c'est un mass market. Lui, c'est un indépendant. Il y en a chez Nico, Salon des Arcanes. Comme d'hab, je vous mets tous les liens. Et là, je vais finir par 2 mass market. Et ce sont 2 tarots pour illustrer. Je les ai mis dans cette catégorie-là, bien qu'ils ne soient pas abstraits et bien qu'ils ne soient pas symboliques. Enfin, pour moi, ils sont symboliques, mais différemment du sens littéral du symbole. Ils ont plein de symboles, mais ils ont pas une imagerie symbolique simple. Je m'explique. Je parle du tarot mystique de Catherine Wechstein et du Dream Keepers Tarot de Liz Heston. Pourquoi je les aime beaucoup pour le shadow work? Alors eux, ils sont très neutres, hein, ils sont pas du tout... donc vous voyez que vous pouvez vraiment faire du shadow work avec des jeux beaucoup plus neutres. Mais alors, ils ont une imagerie. Je vais les mettre côte à côte parce que pour moi, ils sont vraiment... pour ce travail-là. Il y a peut-être un petit côté un peu plus sombre dans le Dream Keepers, mais pour moi, ils sont égaux. D'ailleurs, vous pourriez vous dire, en les voyant comme ça, à quoi ça sert d'avoir les deux? Bah voilà, ça sert d'avoir les deux parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes représentations. Ils sont tous les deux intéressants à leur façon. Je regarde parce que je ne suis pas forcément centrée. Hop. En fait,
il va y avoir un côté très symbolique de par l'image. Il y a plein de symboles en fait dedans cette cage, ses ailes, ses cyprès, cette eau là comme ça, le ciel étoilé, là le feu, elle a plus de tête, sa tête elle est là, enfin bref. Niveau imagerie, on est servi. C'est des jeux dans lesquels on peut se perdre longtemps, non pas justement parce qu'ils sont juste abstraits et qu'on est obligé un peu de se perdre dedans pour en comprendre l'essence, mais parce qu'ils sont riches. Là, on a comme une sirène dont il reste plus en fait que le squelette, enfin que les arêtes, on va dire. Il y a cette rose ici, il y a ce bateau là, enfin, lui, il est sur les livres, et puis, alors c'est le valet d'épée. Il a la main sur le cœur, il est sur le livre, il tient ce pissenlit. C'est hyper riche, et du coup, il y a de grandes chances que vous vous perdiez un petit peu dans l'imagerie, qu'à un moment, il y a un truc qui vous... Voilà, ce roi de bâton qui est en flamme. Elle, on la voit quand même un peu comme si elle était manipulée par quelqu'un derrière. Celui-ci est peut-être même quand même plus, mais dans celui-là, il y a des représentations qui vont venir vous chercher quand même. Il y a des choses qui vont venir vous chercher dans les deux. Donc c'est pour ça que je vous les présente au même niveau tous les deux. Je les trouve super intéressants pour toute la symbolique qu'il y a dedans, qui est très riche, qui n'est pas juste, voilà, comme le tarot divinatoire du corbeau qu'on a pu voir, où il y a un symbole, ou comme le Mildred Paynes, où il y a un symbole, et puis ça va laisser place beaucoup plus à notre interprétation. Là, il y a une interprétation qui est faite, mais alors, c'est tellement riche qu'on va forcément à un moment aller grappiller quelque chose. Par exemple, cette tempérance avec ce puzzle. Et puis derrière, on a ce squelette d'oiseau. Enfin, le dos de bâton sur le toit, sous la lune, avec la terre comme ça dans les mains. Ils sont super riches tous les deux. Le 8 de denier qui est en train de peindre ce papillon. Il y a plein de trucs à voir sur les cartes. Alors moi, ce hiérophante, il me fait penser à I4, mais tellement. C'est incroyable. Celui-ci, il est quand même un peu plus dark, donc peut-être un peu plus collé à l'esthétique shadow work, entre guillemets, même si je vous ai dit que, voilà, on pouvait en faire... Elle a la clé, elle a cette espèce d'escargot, là, avec la serrure au fond. Il y a vraiment un truc super fort avec ces jeux-là pour faire du shadow work, et je fais du shadow work avec eux très régulièrement, et ça fonctionne super bien. Moi, j'adore les collages. Et je fais du shadow work avec beaucoup de collages, parce que je trouve que justement dans les collages, il y a une richesse, il y a plein d'imageries différentes qui font que, et ben, en fait, à un moment, on va se laisser porter par quelque chose dans l'image qui va nous appeler, qui va directement nous dire ce que la carte a à nous dire, quoi. Là, voilà, on voit tous les détails, toutes les choses qui se passent. Forcément, il y a un truc qui a plus de chances, en tout cas, de vous interpeller. Moi, personnellement, on pourrait être un petit peu perturbé par ces imageries un peu en profusion. Je pense que c'est pas mal de commencer avec ça pour faire du shadow work quand on est, voilà, quand on est débutant. Parce que vous allez forcément avoir quelque chose à un moment dans les images qui va vous appeler, quoi, qui va vous parler. J'en ai fini avec la partie symbolique et abstraite. Je vais aller un petit peu plus sur les jeux à l'esthétique dérangeante. Les jeux à l'esthétique dérangeante, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tac. J'essaye de pousser un peu tout ça. Hop, les jeux à l'esthétique dérangeante. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les tarots, mais forcément, je ne vais pas ranger les choses trop comme il faut. J'ai plus de tarots que d'oracles sur ce coup-là. Tiens, on va commencer par lui. On va commencer par lui parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Comme je vous disais, je ne fais pas nécessairement du shadow work avec, mais je travaille sur mes peurs. Pour moi, ça en fait quand même partie. C'est le Somnia Tarot de Nicolas Bruno. Lui, je l'aime. Mais alors? Mais par contre, j'ai lu Illustrated Edition. Là. L'édition classique photographique est encore plus dérangeante. Mais l'édition illustrée, elle est déjà. Donc voilà. Il a quelque chose, lui, de très...
il va venir vous chercher, lui. Lui, il va venir vous chercher. Il va venir vous chercher là où vous ne l'attendez pas. Il va vous montrer un truc. Moi, je trouve que les représentations sur les cartes sont très intelligentes parce qu'il va venir vous montrer un truc auquel vous ne vous attendez pas forcément avec la carte. Voilà, c'est du Gemini. Moi, j'aime beaucoup cette version-là. J'ai plus que cette version-là là actuellement parce que ça va arriver là dans pas longtemps. Il a fait une réédition. Il a fait une réédition de la version photographique du coup que j'attends avec impatience. Et du coup j'ai revendu ma version photographique en l'attendant et j'ai gardé celle-ci que j'aime beaucoup. Honnêtement, c'était celle-là que je préférais dans les deux. Mais on va dire que plus j'ai travaillé avec la version photographique et plus j'ai appris à l'apprécier. Donc je pense que c'est un jeu qui demande du temps aussi. Celui-ci, pas autant. Enfin, pas pour moi en tout cas. Mais voilà, j'attends avec impatience la réédition et je vais aussi prendre l'oracle, bien évidemment, parce que je suis fan de ce qu'il fait, j'adore. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et en attendant, bah voilà, je me sers que de celui-ci, qui lui, pour le coup, restera le jeu dédié à mes peurs. Même si je m'en sers pour plein d'autres choses, et notamment pour le Shadow Work. Mais regardez-moi ce soleil, il y a un truc dedans. C'est... Moi, ça me fait beaucoup penser à David Lynch ou à Kubrick. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu ces réalisateurs. David Lynch, qui était l'un de mes réalisateurs préférés, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que voilà, il y a un truc un peu lynchien, je trouve, là-dedans. Voilà. Ouais. Et un peu frère Cohen aussi. Enfin bref, je ne veux pas partir dans des liens avec le cinéma. C'était pas le but. Mais voilà, le Somnia Tarot, que ce soit cette édition-là ou l'édition photographique classique, c'est pépite parce qu'il y a une esthétique dérangeante qui va venir nous chercher. Un autre tarot qui fonctionne bien pour ça, pour le Shadower, c'est le tarot du Cri des Corbeaux. C'est un mass market de Corrado Roy. Et lui, bah, il a une esthétique vraiment dérangeante. Alors après, il y a des gens, voilà, moi, il ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, il y a ces masques, il y a ces corbeaux, il y a cette espèce de trait de crayon qui est un peu angoissant, voilà, vous voyez. Donc lui, vraiment, pour le travail de l'ombre, il est quand même assez proche de Rider-Waite-Smith. Donc il n'est pas forcément trop compliqué à... Je trouve qu'il est assez simple. Donc même pour les débutants, franchement, je pense qu'il peut être bien. Mais voilà, il a un côté dérangeant qui fonctionne bien avec le Shadow Work parce qu'il y a un moment où on va aller chercher à titiller quelque chose chez nous pour le faire ressortir à travers les cartes. Et donc, plus les... Enfin, personnellement, je trouve quand même que si les cartes ont un côté dérangeant, bah, on va aller plus droit au but, quoi. Ça va nous... Forcément, à un moment, venir nous titiller à un endroit. Les tranches sont neutres, le dos est comme ça. Donc je trouve que c'est... Enfin voilà, ce type de jeu est bien approprié. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah non, j'aime pas du tout et tout, c'est un peu angoissant. » C'est un peu le but aussi. Je dis pas qu'il faut faire du shadow work avec des jeux comme ça, attention. Mais quand on veut aller un peu plus profondément, moi je trouve que les jeux avec une esthétique un peu dérangeante, c'est pas mal du tout. Donc celui-ci, voilà, pour un mass market qui ressemble un peu au Rider, on n'est pas trop paumé, ça peut être pas mal. Je vais avoir, pour moi, l'un des classiques et l'un des meilleurs. Alors déjà parce qu'il tombe toujours à pic et il a toujours la capacité d'aller venir nous dire le truc qu'on ne voulait pas voir. Lui, vraiment, il est doué pour nous dire les trucs qu'on ne veut pas voir. C'est le Deviant Moon. Moi, j'ai le Borderless Edition. C'est un jeu de Patrick Valenza. Les tranches sont neutres, le dos est comme ça. J'ai pas l'édition française du Salon des Arcanes parce que mon édition anglaise est quand même dans un très bon état. Donc voilà, je ressentais pas le besoin d'aller faire un doublon, tout ça parce qu'il y avait une version française. Quand il sera trop usé, mais c'est vrai que pourtant je le bats beaucoup lui. Hein. Je m'en sers beaucoup pour Shadow Work, c'est un de ceux dont je me sers le plus, mais il s'abîme pas. Les cartes sont fines, il s'abîme pas lui. Pour le coup, voilà.
Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir l'édition du Salon des Arcanes, mais je salue vraiment ce que Nico a fait, en tout cas, avec cette édition. Donc lui, pareil, c'est un mass market, donc s'il y en a qu'un à avoir, c'est lui. Honnêtement, il est génial. Il est dérangeant. Il est très profond. Il y a plein de choses à y voir. Voilà, il y a quand même cette notion de sacrifice au travail dans ce set de deniers qui est intéressante et qu'on voit pas forcément, enfin qu'on voit pas habituellement. Il y a voilà, cette notion-là sur cette carte qui est quand même... ouais, c'est dérangeant. Voilà, c'est dérangeant, c'est le mot. Hein. Et lui, il est d'une justesse. Lui, honnêtement, pour la partie Shadowwork, des choses qu'on se cache à nous-mêmes, cet ermite, mais il est tellement trigger, lui. Lui, il m'a trigger. Hein. Oh, mais par contre, pour moi, le Deviant Moon, c'est impossible de l'utiliser pour autre chose que pour du Shadowwork. Franchement. Il est tellement habité pour ça. Il est tellement gênant, tellement dérangeant. Et puis alors surtout, c'est que quand je le tire, même si j'essaye de le tirer pour un tirage plus classique, il va me ramener tout le temps à des trucs qui viennent piquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui, c'est... Et puis il te le dit d'une façon un peu narquoise en plus. Enfin, vraiment... vous voulez faire du shadow work un peu par surprise, entre guillemets, enfin vraiment qui vous fasse remonter des trucs auxquels vous vous attendez pas et que vous preniez ça en pleine poire, bah lui, même quand tu fais du shadow work depuis longtemps et que tu dis ouais vas-y c'est bon, je commence à connaître les choses et tout, bah purée, lui il a toujours des trucs à t'envoyer quoi. Et puis il va droit au but. Donc franchement, s'il y en avait qu'un vraiment pour les plus aguerris, ce serait celui-là. Il est vraiment parfait pour ça. Je voulais vous parler aussi du Hush Tarot de Jérémy Hush. Il est aussi mass market chez US Game. Lui, il a aussi une esthétique très dérangeante. Alors, pas nécessairement sur toutes les cartes, mais quand on s'y penche quand même, voilà, il y a des crânes, il y a des oiseaux un peu chelous. Les personnages, ils ont les yeux quand même un peu vitreux, un peu... lui, il est quand même un peu dérangeant. Alors, il est magnifique. Hein. Moi, je le trouve très beau, personnellement. J'aime beaucoup les illustrations. Mais quand tu commences à regarder, des fois, tu as des crânes, voilà, là, tu as des... Il est dérangeant, hein. Il y a des espèces de fourmis, là, qui grouillent. Tu as l'impression que tu es un peu dans la putréfaction. Voilà, son regard à elle, là... on ne sait même pas, d'ailleurs, si elle a les yeux ouverts ou fermés. Non, elle a les yeux fermés. Voilà, il a une esthétique qui peut déranger. Je sais qu'il dérange pas mal de personnes. Mais justement, il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir comme un objet artistique et qui voudraient interpréter les cartes comme des cartes de tarot classique. Pour moi, ces significations, elles sont beaucoup plus shadow. Et donc forcément, si tu veux interpréter les cartes de façon classique, tu vas pas le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui le revendent à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'en servent pas à cause de ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, quand tu le lis plutôt avec une perspective d'ombre, moi je le trouve génial. Vous voyez ce regard inquiétant là. Pour moi, c'est un deck de Shadowwork par excellence. Il a une esthétique très dérangeante et dans ses significations, il colle tout à fait à ça. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup pour ça, lui, et en plus c'est un jeu que j'utilise beaucoup à cette période de l'année, donc je vais me faire un plaisir de le ressortir pour travailler le Shadowwork. Le Hush Tarot de Jérémy Hush. Ensuite, j'en ai pas mal hein, dans cette catégorie-là, comme je vous ai dit, j'ai surtout des tarots. Je vais avoir le Lost Hollow tarot de Pixel Occult. Lui, je vous l'ai montré plusieurs fois déjà. Les tranches sont rouges. Voilà. Et le dos est comme ça. Il commence un petit peu à pencher, lui. Il penchait pas au début. C'est un linen, pourtant. Lui, il a une esthétique dérangeante aussi. Et du coup, il peut aller chercher des choses un peu shadow. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y en a pas mal. Il a une esthétique dérangeante. Il y a des personnages un peu dérangeants. Ce rouge avec ce noir. Du coup, quand on a des liquides dans les coupes, on pense tout de suite au sang. Il y en avait une juste avant. Voilà. On pense tout de suite au sang. Il y a des personnages avec des cornes. Il y a beaucoup de personnages avec des cornes. Enfin, voilà. Il est très dérangeant. Il est un peu punk. Moi, je l'adore. Je l'adore, mais je suis un peu détraquée de toute façon puisque j'adore le Shadow Work. Donc, voilà.
Pour la petite info, je suis quand même Scorpion, ascendant Scorpion. Donc voilà, tout est dit. Tout est dit. S'il y en a qui sont par ici, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je me sentirai moins seule. Ensuite, dans l'esthétique dérangeante, on va avoir aussi le Horror Tarot d'Abigail Larson. J'espère que je ne me suis pas trompée sur son nom, mais si c'est ça. Et là, celui-ci, elle l'a fait totalement tout... Non, je dis des bêtises. Elle l'a illustré, mais c'est Minerva Siegel et Aria Gmitter qui l'ont écrit, pardon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations d'Abigail Larson. Elle a aussi illustré le Darkwood Tarot qui est de Sacha Graham. J'adore ces illustrations. Et lui, donc, du coup, bah, Horror Tarot. Hein. Voilà, il y a des esthétiques très dérangeantes, très horreur. Et lui, alors, pour travailler le shadow work. Autant je travaille pas vraiment le shadow work avec le Darkwood. J'ai tellement d'autres sujets avec lui. C'est un de mes decks de cœur. Mais alors lui, je travaille le shadow work à fond. Avec lui aussi, ça fonctionne super bien. Tous ces monstres, un peu toutes ces créatures. Voilà, encore une fois, ces espèces de liquides. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça fait penser des fois à du sang. Regardez cette main qui est coupée. Voilà, lui, il va aller vous chercher. Hein. Regardez-moi ce 9 de pentacle, s'il n'est pas flippant. Voilà, je le trouve très bien pour ça. Aussi, dans le côté esthétique dérangeante. Bien évidemment, je vous le redis encore, on peut faire du shadow work avec des decks qui n'ont pas une esthétique dérangeante, mais j'avoue que je le conseille parce que ça va chercher plus loin et que voilà, ça va aller vous titiller pile poil là où il faut. Un que j'aime beaucoup et que moi personnellement j'utilise comme un oracle, c'est le Hieronymus Bosch. Le Horror Tarot, il est mass market. Hein. Le Hieronymus Bosch de Travis McHenry, c'est un tarot, mais c'est un tarot avec une structure particulière que moi du coup j'adore la boîte. J'adore la boîte. J'adore la boîte. Je sais plus le nom en français du tableau, j'ai un trou, mais c'est The Garden of Earthly Delights de Bosch. Le jardin des... Le jardin de quoi? Je ne sais plus. Je n'ai plus le titre du tableau, mais c'est adapté de ce tableau de Jérôme Bosch. Voilà, les tranches sont bleues. Et donc, en fait, eh ben, c'est des close-up sur des parties du tableau. Hein. Tout ça, là, tout ce qu'on voit là, c'est là. C'est à un moment dans le tableau. C'est du pur génie, hein, du coup, d'être allé faire comme ça des captures un petit peu de différentes scènes, parce que ce tableau est d'une richesse incroyable. Mais alors, c'est tellement dérangeant. Donc, comme je vous disais, vous voyez ce petit garçon là, voilà, les esthétiques sont très dérangeantes. Et on voit, voilà, ça c'est... voilà. Donc celui-ci, pour du shadow work, il est super. Moi, je l'utilise comme un oracle. Pourquoi? Parce qu'il a une structure très particulière. Il y a des arcanes majeures, mais après, il y a des suites. Mais il y a genre 7 suites, je crois, au lieu de 4, en dehors des arcanes majeures. Hein. Je crois qu'il y a 7 suites au lieu de 4, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a moins de cartes dans chaque suite que dans les suites du Rider-Waite-Smith classique. Donc pour moi, c'est clairement pas un tarot et j'ai clairement pas envie d'apprendre à l'utiliser comme un tarot avec son propre système. Moi, ce que j'aime, c'est voir les images et puis regarder les mots-clés et puis, si besoin, aller voir le guidebook. Donc je m'en sers comme ça. Pour moi, c'est un oracle. Et c'est un très bon oracle à esthétique dérangeante. C'est un des seuls d'ailleurs que j'ai parce que... Non, c'est un des seuls que j'ai. J'ai beaucoup moins d'oracle que de tarot dans ce thème-là. Lui, vraiment, super pour le shadow work. Très intéressant. Il va aller vous chercher sur des trucs... voilà. L'esthétique va vraiment aller vous chercher sur des trucs peut-être vraiment parfois très malaisants. Voilà. Donc ça, c'est le Hieronymus Bosch Tarot qui est mass market. Et qui pour moi est en oracle. Hop. Tac. Un autre oracle du coup, vu que je suis partie sur les oracles, je vais avoir le Ominous Oracle de Modern Magic Press, c'est Lida Pavlova.
et son compagnon, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Kvost. Wouh! Bah voilà. Je l'ai senti, je l'ai retourné au moment où j'étais en train de l'ouvrir. Alors lui, les images sont aidées de l'IA, je pense. Je pense, hein, honnêtement. Il y en a certaines en tout cas. Bon, je peux me tromper, mais je pense en tout cas c'est du digital. Lui, il va avoir... Alors, les tranches sont roses, le dos est comme ça. Il est un peu... il n'est pas glossy, mais il est quand même brillant. Les images peuvent être très dérangeantes sur celui-là. Là, on a comme une silhouette un peu fantomatique. Cette sirène-là, voilà, il est un peu creepy, quoi. Donc celui-là, pour Shadowwork, il peut être intéressant aussi. Bien que dans les significations, voilà, vous voyez un petit peu là, ces dents, là, ce corbeau. Bien que dans les significations, on ne soit pas Shadowwork trigger à fond. Hein, c'est pas le plus trigger. Mais, vous voyez... mais dans l'esthétique, et puis voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas parce que c'est super dark, c'est pas parce que c'est... Oui, c'est pas parce que le jeu est super dark que les significations vont forcément être très dark, et c'est pas parce que on a un petit jeu tout mignon qu'on peut pas lire des choses dark dedans, ça ne veut rien dire. Mais lui, voilà, il a une esthétique dérangeante qui va aller nous chercher, ça va venir nous chercher à un moment, hein. Et du coup, quand on va aller regarder un peu plus le guidebook pour essayer de comprendre l'archétype ou ce qu'il y a en jeu, bah ça peut nous titiller, mais souvent le message n'est pas... Il me fait penser un peu à l'oracle Shadowwork de Fiona Horn, que je vous ai présenté tout à l'heure. Le message n'est pas si dérangeant que ça. L'imagerie l'est beaucoup plus, en tout cas, sur celui-là. Je vais... Non, je vais pas finir, j'en ai encore. Alors celui-là, je vais le garder. Je vais avoir lui. Hein. Lui, parce que lui, il a quand même une esthétique dérangeante qui fait qu'il a sa place. Alors, qui dit Shadowwork, dit pas nécessairement jeu noir et blanc. Hein. Je crois que là, pour l'instant, je vous en ai présenté... C'est le 3e en noir et blanc que je vous présente. Il y avait le tarot du cri... Non, c'est le 2e. En total, noir et blanc, c'est que le 2e. Avec le tarot du cri des corbeaux. Je crois. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin que ça soit en noir et blanc pour que ça soit Shadowwork. Bon, je ne vais pas tout sortir. Les tranches sont noir mat. Le dos est comme ça. Le dos, il est dans un espèce de marron. C'est pas noir comme sur là. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Lui, dans le guidebook, de toute façon, il y a des interprétations Shadow. Et en plus, il va y avoir des cartes qui vont venir quand même vous chercher pas mal. Il peut être très dérangeant, lui. Alors là, forcément, j'en ai pas encore plus que ça. Ça va venir à un moment, mais il peut être très, très dérangeant. Bon, il y a quand même ce serpent avec ce lion. Forcément, ça va pas être dans ceux-là. Voilà, par exemple, l'impératrice. L'impératrice, bon, ça commence. Voilà, cet ours-là, sous l'eau, on voit la glace, il est emprisonné. Ce diable, il peut trigger. Hein. Ces oiseaux-là, face au feu. Voilà, ces espèces de moustiques. Bon, il y a une migale ici. Moi, je suis un peu arachnophobe, donc j'avoue que je l'adore pas. Enfin, je suis pas qu'un peu, hein, je suis arachnophobe. Mais je me soigne. Bon, il n'y a pas les plus... Ça, c'est dérangeant quand même. Il y en a, voilà, il y en a qui sont, voilà, ces chevaux très maigres là. Ce serpent, ça peut déranger. Ça. Encore cet ours. Voilà, lui là, sur le 9 de coupe, excusez-moi quoi, 9 de coupe. Hein. Donc voilà, lui, il peut venir déranger. Et puis dans le guidebook, il y a de quoi faire aussi là-dessus. Il y a de quoi faire face à ses propres ombres, à ses propres peurs, à ses propres doutes. Je trouve que vraiment pour du Shadowwork, on peut y aller avec lui. Hein. Il y a de quoi faire quand même. Donc c'était important que je vous présente. Mais voilà, c'est pas parce qu'il est noir et blanc ou autre, c'est vraiment parce qu'il va avoir une imagerie un peu dérangeante. Et puis dans les significations des cartes, on va retrouver quand même des choses qui viennent nous chercher un peu. J'ai deux... Est-ce que je vous présente maintenant? Non. Non.
Ça, je voulais... Alors, si, parce que pour moi, c'est quand même du dérangeant. Si, je vais vous les présenter maintenant. Je vais avoir encore un tarot, un oracle et un tarot à vous présenter dans cette catégorie un peu dérangeante et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai le Witch's Tarot. Lui, il est dérangeant pour moi, pour une certaine raison que je vous ai déjà expliqué, c'est que il y a une représentation masculine dans les cartes et que je ne m'attendais pas forcément personnellement à retrouver une représentation masculine dans un jeu qui est censé être 100% féminin. Alors, attendez, je vais regarder si... Non, il n'y a pas l'air d'avoir, parce qu'il y a de la nudité dans ce jeu. Je voudrais pas que YouTube... ça a l'air d'aller pour l'instant sur les premiers. Voilà, ouais, juste là. Donc, c'est un tarot qui représente des femmes, mais qui peut représenter des femmes. Voilà, vous voyez, là, c'est un 6 de coupe. Il est quand même assez dérangeant, ce 6 de coupe. L'empereur, un peu sombre. Il y a cette trace-là qui peut faire penser à une trace de sang. Bon, après, il y a des cartes additionnelles, comme Séléné, Hel et Kat. Voilà, l'ermite avec cette tête de corbeau, un peu flou, un peu sombre. Voilà, il peut... Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... Voilà, j'ai beaucoup de cartes... Celle-ci, c'est pas la plus... Page de coupe, côté un peu rêveur, la colombe et tout. Mais toujours un peu dark quand même. Pour moi, cette robe-là, elle fait penser au sang, avec ce choix. T'as l'impression qu'elle se sacrifie un petit peu dans un sens. Bon, voilà, je vais pas forcément aller plus loin parce qu'après, je vais sûrement avoir de la nudité. Il y a beaucoup de nudité dans le jeu, faut le savoir. Et ça peut être aussi dérangeant. Et pour les personnes qui peuvent être dérangées par la nudité, bah, justement, il y a peut-être un travail à faire là-dessus avec ce jeu. Par la nudité dans les jeux, hein, j'entends pas forcément la nudité en général, mais ça se peut aussi, vous pouvez avoir des problèmes avec votre propre nudité. Et ce jeu peut être un bon moyen de travailler dessus. Moi, en tout cas, je l'utilise pour tout ce que je peux projeter, tout ce qui peut justement me déranger en général dans les cartes. J'aime bien utiliser celui-là comme support, notamment justement parce que j'ai exclu de ce jeu la carte de l'auteur du jeu qui est un homme qui était torse nu sur la carte du fou et qui me gênait beaucoup. J'ai cheminé avec cette carte, mais du coup, j'en ai fait un petit peu un tarot un peu shadow work que j'aime bien utiliser pour ce point-là précisément. Et que j'aime utiliser pour ça d'ailleurs, je vais vous en parler maintenant. L'esthétique n'est pas forcément dérangeante, mais c'est le Reclaim Oracle de Little Darkness. J'aime beaucoup les utiliser ensemble, c'est-à-dire que je vais aller chercher une émotion et puis ensuite je vais aller travailler avec le tarot. Je ne vais pas forcément vous sortir toutes les cartes, il est aussi noir mat. Et donc on va avoir une émotion, la peur, l'anxiété, la déconnexion, l'ennui, etc., etc. Et donc on va avoir à chaque fois des corps très neutres, de toute forme, en rose. Ça peut être dérangeant aussi, je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas à cause des formes de corps et tout. Il peut être dérangeant aussi celui-là. Mais c'est surtout, voilà, il va aller nous chercher dans nos émotions. Et moi, je trouve super intéressant du coup pour faire du shadow work, bien évidemment, parce que le shadow work, c'est aussi aller faire ressortir des émotions. Et j'avoue que j'aime bien les utiliser ensemble, ces deux-là. Ils font un très bon combo. Donc c'est un oracle indépendant et le tarot est indépendant aussi. Dans cette catégorie de jeux à l'esthétique dérangeante, je vais avoir quand même le Nicoletta Cecoli Tarot et le Oracle Cecoli. Édition Exergue, Lo Scarabeo. Alors, vous pouvez les utiliser ensemble séparément comme vous voulez. Moi, je vais les présenter ensemble parce que c'est quand même la même artiste. Lui, ça a été, on peut le voir, mon jeu Shadow Work le plus utilisé au tout début de ma pratique de Shadow Work. Lui, il a tourné. Mais maintenant que je suis un peu plus aguerrie dans mon travail de Shadow Work, je dirais que ce qui est intéressant de travailler pour du Shadow Work avec ce tarot et ou cet oracle, alors surtout le tarot hein, quand même, mais l'oracle aussi, ça va être tout ce qui peut être blessure d'enfance, vraiment. Ça, c'est... Voilà. Par contre, il faut faire gaffe, hein, parce que ça peut aller toucher des trucs... Voilà, si vous avez eu des abus ou des choses comme ça peut aller vous rappeler quand même des choses qui sont vraiment très dures. Donc, encore une fois, pas à mettre entre toutes les mains pour faire un shadow work profond sur l'enfance. Mais en tout cas, lui, si vous voulez un petit peu aller creuser la part d'ombre de votre enfant intérieur, allez-y, il est parfait. Que vous ayez vécu des choses compliquées ou pas, il est parfait.
Il va vraiment aller parler à notre enfant intérieur, mais vraiment à sa part d'ombre. Donc il peut faire réveiller, du coup, il peut réveiller du coup des choses qui sont ancrées un peu plus dans notre enfance. Voilà, et il y a des... Enfin, moi je le trouve magnifique, hein, mais il y a des personnes qui peuvent le trouver un peu creepy, un peu dérangeant. D'ailleurs, le Playful Heart Tarot aussi, il y a des personnes qui le trouvent un peu dérangeant. Moi je l'adore, je travaille beaucoup dessus, notamment pour ma joie. Pour le coup, c'est pas du tout un jeu de shadow work pour moi. Mais si par exemple vous êtes un peu dérangé par son esthétique, et ben pourquoi pas aller aussi vers celui-là. Mais en tout cas, moi pour tout ça, pour aller un peu chercher mon enfant intérieur, mais sur des côtés pas forcément sympatoches, ou pour des choses un peu enfouies dans l'enfance, sans forcément que ce soit sombre, il est parfait. Et d'ailleurs, je m'en suis quand même pas mal servie. Il est parfait. Je ne peux que vous conseiller surtout le tarot. Après, l'oracle est très bien aussi, de par aussi, encore une fois, ces images. Voilà. Donc, c'était important pour moi de vous les présenter, mais plus dans un côté ombre de l'enfant intérieur. Ça. Donc, pas forcément à mettre entre toutes les mains. Là, on va être vraiment plus aussi quand même sur un combo qui va vous parler de votre image, de votre rapport à vous, de la compassion que vous pouvez avoir envers vous-même, de comment vous vous traitez vous-même. Ça va traiter un peu de tous ces sujets-là, quoi. Donc voilà. On peut affiner le shadow work selon le besoin qu'on peut avoir d'en faire. Un autre qui est super aussi dans le shadow work pour le côté esthétique, corps et tout, et qui peut aussi aller très bien avec le reclaim, c'est le Outgrow Yourself d'Akta Spaman. Ça, c'est un indé aussi. On l'achète sur le site. C'est une artiste turque. Ça, voilà, je vous en ai déjà parlé, hein, mais lui, il a des corps qui peuvent être un peu dérangeants aussi. C'est un tot. Donc, on va avoir le nom de l'arcane selon le tot. Et puis, on va avoir à chaque fois une phrase ou une question. Lui, son but, c'est qu'on se sente mieux. Hein, un peu comme le reclaim. Mais pareil, il va aller chercher des trucs, des fois, qui peuvent piquer. Il pique, lui. Hein. Lui, il pique. C'est un peu le Deviant Moon. Il pique un peu. Moi, je m'en sers autant qu'en tarot qu'en oracle, pour le coup. Même si, voilà, je vais aller plus peut-être vers la phrase parce que je lis pas encore le tot. Mais après, même si on lit pas le tot, on peut quand même l'interpréter assez facilement. Donc voilà, je fais un petit mix avec celui-là. Ça, voilà, si vous avez des problèmes avec l'image que vous avez de vous-même et tout, c'est de là. Et puis le Witch's Tarot aussi. Alors, j'ai encore deux petites catégories. Je vais d'abord parler de celle-là. Donc là, ça va être les jeux qui vont avoir un thème qui vont bien s'y prêter parce que c'est un thème, pas forcément avec une esthétique dérangeante, mais avec une thématique qui peut s'y prêter. Voilà. J'ai 3 tarots, un oracle et je vais commencer d'abord par celui-là. Forcément, c'est celui qui est plus en dessous qui m'appelle. C'est le Edgar Allan Poe tarot. Moi, je suis grande fan d'Edgar Allan Poe, grande fan de son œuvre. Je vous l'ai dit assez récemment, c'est un tarot du coup mass market qui m'est très cher. Rose Wright et Eugene Smith pour info aux éditions Arcana Sacra. Donc je suis une grande fan, donc je l'aime beaucoup, mais vous voyez, il a quand même une esthétique assez sombre. Edgar Allan Poe, voilà, c'est le roi des histoires gênantes, dérangeantes. Alors l'esthétique n'est pas forcément bon, certaines cartes si, mais je ne l'ai pas forcément rangé dans les esthétiques dérangeantes parce que voilà, les cartes ne sont pas forcément dérangeantes, les personnages ne sont pas forcément dérangeants, mais voilà, il va y avoir des cartes qui vont venir nous chercher. De par la thématique pour moi, parce que l'œuvre d'Edgar Allan Poe, elle est super pour du shadow work parce qu'elle nous met face à nos contradictions d'être humain. Tu sais pas bien où est le bien, où est le mal. Moi, j'adore son œuvre pour ça parce que franchement, il nous fait réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation il nous met face à nous-mêmes. Il nous met face à nous-mêmes, Edgar Allan Poe, dans ses histoires. Et du coup, bah, son tarot, il fait pareil. Il va nous mettre face à nous-mêmes, face à des situations où on va se dire, waouh, bah purée, j'aimerais pas que ça m'arrive. Ou si ça m'était arrivé. Enfin, il traite de tous ces sujets dérangeants. Pour moi, c'est vraiment le sujet plus que l'esthétique qui va être gênant chez Edgar Allan Poe et du coup dans ce tarot-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans des thématiques voilà, qui sont un peu plus... qui s'y prête un peu plus en elle-même, sans forcément que l'esthétique soit super trigger. Les tranches sont neutres, les dos sont comme ça.
Moi, j'adore faire du shadow work avec lui. Je fais pas que ça. Mais je trouve qu'il a, il a cette capacité à nous montrer qu'on est tout petit, quoi. Enfin, voilà. C'est pas évident à expliquer. Il nous parle beaucoup de la condition humaine, quand même. Et voilà. Des choix qu'on peut faire dans la vie. Et je trouve qu'il y a vraiment une résonance shadow work dedans. Très intéressante. Ensuite, il va y avoir le Tarot of Vampires de Ian Daniels, qui lui peut avoir une esthétique aussi quand même un peu dérangeante, mais je l'ai plus choisi pour la thématique. Encore une fois, thématique des vampires, tranche neutre, le dos est comme ça. Qui du coup, bah voilà, effectivement l'esthétique peut être dérangeante, hein. On a des créatures quand même, des vampires. Forcément, un tarot qui traite des vampires, bah, on va voir du sang et tout, donc je ne l'ai pas forcément mis dans la partie dérangeante, mais j'aurais pu. C'est la thématique pour moi qui va vraiment venir faire appel à des parts sombres. Voire à des ombres sans forcément que ce soit sombre, hein, bien évidemment. Donc je trouve qu'il nous met aussi, lui, beaucoup face à nous-mêmes dans les scènes qui sont représentées. Et forcément, sa thématique, elle va plutôt nous parler de vampirisme. Moi, elle me parle beaucoup du fait de poser des limites, des choses comme ça. Et ça peut vraiment aller peut-être chercher des parts d'ombre. Encore une fois, voilà, ça dépend. Vous, c'est peut-être pas un jeu qui va vous appeler là-dessus. C'est peut-être que vous n'avez pas de part d'ombre à ce niveau-là et que vous n'avez pas forcément besoin. Après, c'est aussi à vous d'aller trouver le jeu qui va peut-être un peu vous titiller et qui va mériter, entre guillemets, que vous y penchiez pour ça. Le troisième tarot, c'est le Unfinished Business, a Ghostly Tarot de MJ Clenane, que j'adore. Lui, je vous en ai déjà parlé. Bon, je vais peut-être pas forcément sortir les cartes, c'est pas grave. Tranche neutre, le dos est comme ça. Je fais pas beaucoup de shadow work avec, mais je trouvais qu'il s'y prêtait bien, qu'il avait sa place ici, parce que c'est un jeu qui parle de fantômes. Il parle de personnes qui sont décédées. Il raconte les histoires fictives de personnes décédées. Et à travers les histoires de ces personnes, un petit peu comme le tarot, le Edgar Allan Poe tarot, et ben là, on est en plein dedans, quoi. Il va nous mettre face à notre condition d'être humain, il va nous montrer, voilà, des fois, il va aller nous trigger sur des choses. Moi, cette impératrice, par rapport à des choses que j'ai pu vivre, elle est venue me chercher sur pas mal de trucs. Donc voilà, c'est intéressant d'aller regarder les histoires des personnages, de cheminer avec le guidebook en plus des cartes. Parce qu'il a des choses à nous dire vraiment sur nous-mêmes à travers les histoires des personnages. La thématique, du coup, elle est fantôme et tout, donc elle peut s'y prêter. C'est surtout qu'il va aller lever le voile sur des histoires pas forcément faciles, qui peuvent faire écho à la nôtre, et donc du coup, ça va réveiller des choses en nous. Donc lui, pour le Shadow Work, je l'aime. Je le trouve bien, même si je l'utilise pas plus que ça, j'avouerai. Le dernier, c'est un oracle, le Death Doula Oracle. Il est de qui? Je ne sais pas. Je l'utilise énormément, mais je ne sais même pas de qui il est. Je suis désolée, de toute façon, je vais vous mettre le lien. Les tranches sont dorées, le dos est comme ça. Lui, j'aurais pu le mettre dans l'abstrait aussi. J'aurais pu le mettre dans le côté abstrait parce que les images, voilà, on peut s'y plonger, elles sont hyper abstraites. C'est vrai que j'aurais pu le mettre là-dedans. J'ai choisi de le mettre dans la thématique parce que Death Doula, c'est celui qui va nous accompagner vers la mort. Alors la mort, ça peut être la mort littérale, mais la mort symbolique aussi, vers une fin, vers un besoin de transformation. Et je trouve que dans son esthétique et surtout dans le guidebook qui est génial, il y a beaucoup de choses à travailler autour du shadow work. Voilà. Positif comme négatif. Hein. Il y a beaucoup de choses à travailler autour de ça. J'aurais pu le mettre dans les abstraits parce que moi je me perds beaucoup dans l'imagerie aussi. Mais je trouvais que forcément il a une thématique quand même un peu sombre. Donc dans la thématique, il pouvait s'y prêter. Ensuite, j'ai une catégorie de jeux qui pour moi avait besoin d'être là parce que ils sont plus psychologiques, on va dire. Ça va aller creuser, et là c'est que des oracles. Ça va aller creuser une dimension plus psychologique. J'aurais pu la mettre dans la dimension symbolique, mais je trouvais pas forcément. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Il va y avoir les cartes psy de Catherine la psy et Psymage. C'est vraiment, là on va vraiment
plonger en psychologie, mais du coup pour le shadow work c'est super. Les tranches sont dorées, le dos est comme ça. On va avoir des thématiques, l'appartenance, l'humour, la fratrie, la colère, la limite, la créativité. Et vous voyez dans les images, on voit des trucs qui peuvent venir nous chercher, quoi. Et moi, en fait, celui-ci, quand je l'ai utilisé au départ, je l'ai utilisé à but psychologique, puisque je fais du tarot introspectif et psychologique. Mais en fait, je me suis rendu compte que des fois, il va nous mettre face à des trucs où tu vas dire « Ah oui, d'accord, ça, j'avais pas vu venir. » Et souvent, tu te rends compte qu'il va gratouiller des parts d'ombre. Forcément, hein, pour un tarot psychologique, mais franchement, je crois qu'il est plus trouvable. Mais vraiment, ça, c'est une pépite. J'aime beaucoup ce que fait Catherine Lapsy. Et un autre, pareil, c'est le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Alors là, on n'est pas sur un tarot psychologique à proprement parler, mais c'est un tarot qui va venir nous chercher, cesser de vous comparer aux autres, oublier les ressentiments, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, faites de la place à la paix, cessez de vous entêter, lâchez la peur. Il y a des trucs qui vont venir nous chercher quand même dans une part, donc sortez du déni, laissez entrer la joie. Il va avoir tendance, alors l'imagerie n'est pas ouf, j'avoue, mais alors il fait un travail de dingue. C'est un mass market celui-là. Ne soyez pas sur la défensive. Tu tombes là-dessus dans un travail de shadow work. Voilà quoi, il t'en retourne une celui-là. Donc pareil, pour le côté vraiment psychologique, il est très bien. Un autre qui n'est pas psychologique, mais qui est bien aussi parce qu'il est... J'aurais pu le mettre dans les symboliques aussi, lui. C'est le Poésis, les cartes intuitives, parce qu'il a un côté très symbolique. Lui, c'est pareil, il va venir chercher des trucs. Blessure, embrasser, recharger. C'est juste un mot-clé, une image très simple, mais alors il va venir te chercher. Et il y a un côté très psychologique, c'est pour ça que je l'ai mis avec plutôt les deux autres là dont je viens de vous parler. Lui, il est mass market. Moi, je fais pas mal de shadow work avec lui. Je fais tout avec lui. Je l'adore. Je l'adore. Et ouais, il est venu me chercher sur des trucs aussi, celui-là. Pas mal. Les tranches sont neutres, le dos est comme ça. Donc, je le propose aussi parce qu'il peut être bien aussi pour commencer dans le shadow work, celui-là. Et lui aussi, il peut être pas mal parce qu'il a un côté quand même encourageant, quelque part. Donc, voilà, pourquoi pas. Et après, j'en ai... Alors, deux derniers comme ça, c'est des petits bonus. Je vais avoir le Cosmic Cycle Tarot. Moi, j'ai la Pink Edition. Lui, on pourrait se dire, voilà, c'est banal, c'est scène de la vie courante. Il est passe-partout. Mais alors lui, il va te montrer des scènes de la vie courante. Il va te montrer des choses. Par exemple, un couple qui se bat, qui divorce. Il va venir te chercher, quoi. Ça peut te parler d'une addiction à la consommation, par exemple. Il va venir te chercher quel rêve tu cherches à poursuivre et peut-être voilà, que tu poursuis pas ou que tu as du mal à admettre. Moi, je trouve que pour le shadow work, si vous voulez faire du shadow work avec une imagerie qui vient pas trop vous titiller, mais qui dit ce qu'elle a à dire, lui, il est pas mal. Parce que justement, il est quotidien. Il parle à tout le monde de par son imagerie. Mais alors, en fait, on croit comme ça, mais derrière, il peut vous... Hein, il peut faire mal. Il peut faire mal. Moi, je vois cette impératrice, par exemple, d'un point de vue shadow work... c'est cette maman qui coiffe son enfant et puis qui va un petit peu se projeter dans la beauté de son enfant alors qu'elle a commencé à prendre de l'âge et que peut-être elle l'est un peu moins. On peut très bien y voir ici dans ce 10 de couple la personne là qui les envie parce qu'elle n'est pas heureuse ou peut-être qu'elle est amoureuse du marié ou j'en sais rien. Enfin, il y a plein de trucs à voir sur les images et pas que... Voilà. Et on peut y voir aussi du positif. Hein. On peut y voir voilà, des moments où on est partagé, où on a pu être partagé en tant que petite fille entre ses parents parce qu'on a des parents séparés, sans forcément que ce soit quelque chose d'hyper douloureux, mais c'est peut-être quelque chose qu'on a enfoui pour avancer quand on a grandi, et puis la carte peut nous aider à mettre ça au jour. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc lui, j'avais pas forcément de catégorie dans laquelle le ranger parce qu'il n'a pas d'esthétique dérangeante, il n'est pas fait pour ça ou autre. Mais je trouve que d'avoir un tarot comme ça, un peu quotidien, qui nous dépeint des scènes de la vie, ça peut être super intéressant. Et du coup, parler de shadow work de façon assez profonde. Et un autre
Je ne savais pas trop dans quoi le mettre. C'est le Holy Spectrum Tarot. Il y a un côté un peu symbolique, mais je sais pas. Moi, je trouve que faire du shadow work avec lui, il y a un truc. Il y a un truc. Pourtant, il n'est pas dark. Hein. Mais c'est ces personnages, leur visage, tout. Il y a un truc qui fait que ils sont presque dépersonnifiés et pour moi ça fonctionne en tout cas. J'aime bien faire du shadow work avec lui. Il est très coloré mais moi couleur pas couleur ça me dérange pas. Il y a un truc moi dans celui-là, je le trouve très imagé. Voilà, je savais pas dans quelle catégorie le mettre exactement, peut-être dans le symbolique. Vous voyez, une espèce d'image dans ce 6 de coupe où limite c'est une photo de nous quand on était enfant. Moi, il vient me chercher sur des trucs. Je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi. Et je trouve qu'en plus, il a des significations de cartes très intelligentes quand on se creuse dedans. Donc, il y a un vrai truc à faire avec. Moi, pour moi, autour du shadow work. Voilà. Je ne peux que vous le conseiller aussi. Pourquoi pas pour ceux qui voudraient. Peut-être pas forcément pour les débutants. Mais je ne vous ai pas montré. Il a des tranches noires mat et le dos est noir. Tout noir. Voilà. J'en ai fini. Je suis allée au bout. Je les ai tous faits. Waouh. Je les ai tous faits. On va pouvoir passer au petit tirage d'introduction au shadow work que je vous avais dit en début de vidéo que je vous proposerai. C'est le moment. Vous pouvez prendre de quoi noter. C'est parti. Je vais prendre un tarot pour illustrer ça. Le premier qui vient, c'est le Outgrow Yourself. Donc, on va utiliser celui-là, peu importe. Alors, je vous propose un petit tirage d'introduction au shadow work. Alors, quand je dis introduction, c'est parce que moi, pour moi, là, c'est le premier que je vous conseille et que de toute façon, je conseillerais à n'importe qui veut entrer dans du shadow work. C'est un petit tirage en 3 cartes qui peut être assez simple à faire et qui peut déjà être assez puissant. Si vous le faites comme ça de temps en temps, quand vous avez envie de travailler sur le shadow work, ça peut être un bon moyen d'entrer là-dedans. Donc, vous allez tirer une première carte pour... la première carte, c'est qu'est-ce que je refuse de montrer ou que je ne vois pas. Qu'est-ce que je refuse de montrer ou que je ne vois pas. Ok. Deuxième carte. Donc forcément, là, c'est en gros, c'est quoi mon ombre? L'ombre, en tout cas, qui a envie de sortir aujourd'hui. Ok. La deuxième carte, c'est qu'est-ce que cette ombre, justement, elle va avoir à m'enseigner. Parce que l'ombre, elle a des choses à nous dire. Forcément. Ok. On refuse de la voir ou on ne la voit pas encore, on n'arrive pas à la voir tout simplement, hein, sans forcément vouloir se la cacher. Mais elle a forcément un truc à nous dire au moment où on la fait émerger. Et les cartes, voilà, c'est merveilleux pour les faire émerger. Donc, qu'est-ce que cette ombre elle a à m'enseigner? Et la troisième carte, ça va être quel premier pas puis-je faire pour l'accueillir? Quel premier pas puis-je faire pour l'accueillir? Voilà, donc on va avoir qu'est-ce que je refuse de montrer ou qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que cette ombre a à m'enseigner? Et quel premier pas puis-je faire pour l'accueillir? Donc, voir l'ombre, la comprendre, l'accueillir. La voir, la comprendre, l'accueillir. En gros, c'est ça. Après le tirage, je vous conseille de prendre votre journal et de noter vos impressions, de noter vos émotions, de noter tout ce qui va vous venir à l'esprit. Par exemple, cette reine de coupe, elle demande est-ce que tu t'acceptes complètement, tel que tu es? Justement, eh ben on y est. Il y a peut-être une part là qui n'est pas acceptée. Alors, est-ce que c'est le côté maternel parce qu'on la voit avec ses petits bébés là? Ou est-ce que c'est sa part d'enfant aussi? Voilà, le côté un peu plus innocent, le côté sentimental, voilà, maternel. Qu'est-ce que ça peut être? L'image, la phrase, le fait que ce soit la reine de coupe, qu'est-ce que ça fait ressortir? Qu'est-ce que ça peut être cette ombre? Qu'est-ce que cette ombre a à m'enseigner? Eh bien, aie confiance et repose-toi en quelque sorte avec la prudence. Comme je vous dis, je ne lis pas le tot, mais la prudence. La prudence, c'est une carte des deniers, si je ne dis pas de bêtises. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de denier, prudence? Je sais pas, j'aurais dit plutôt le 7, moi. J'aurais dit 7 de denier. Je vous dis, je lis pas le tot, mais j'aime bien quand même lire le mot-clé. Même si je ne sais pas forcément à quelle carte de tarot il va faire référence, j'aime bien lire le mot-clé.
Donc là, ça va vous dire, qu'est-ce qu'elle va avoir à vous enseigner? Ben peut-être, alors soit on le prend littéralement en mode prudence, bah, peut-être que cette ombre nous enseigne qu'on est trop prudent et qu'on ne veut pas se montrer tel qu'on est par prudence et que c'est ça qui bloque. Ou alors elle peut nous dire: «Bah, voilà, OK, tu as cette ombre-là, mais moi je te conseille d'avoir confiance et de te reposer». Heu, alors reposer dans le sens, c'est bon, tu peux lâcher aussi, tu peux te reposer, c'est bon, tu as pas besoin d'être sur, tes gardes. Et dans ce cas-là, cette carte-là t'encourage à faire ressortir cette ombre et à l'intégrer. L'idée, c'est d'intégrer nos ombres, hein, à travers le shadow work. Et puis celle-ci, elle va te dire quel premier pas tu peux faire pour l'accueillir, cette ombre. Eh bien, tu peux atteindre ton plein potentiel. Donc c'est marrant parce que on a le mot full, plein, et là pleinement. Donc il y a quand même une notion de s'accepter pleinement, d'atteindre son moi profond pleinement, avec la force. Donc le premier pas, bah, c'est, voilà, c'est d'atteindre son plein potentiel, de se révéler du coup en atteignant ce plein potentiel. Puisque là, on ne se montre pas pleinement, et ben, ce que ça nous conseille de faire, c'est justement de nous montrer pleinement, d'avoir le courage, l'abnégation, la force de faire ressortir ce qu'on n'accepte pas, forcément. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus profondément dans l'analyse parce qu'on pourrait, dans des situations spécifiques, aller encore plus loin et ça peut parler à tout un chacun. Là, c'était un petit peu pour vous donner comme ça un exemple. Et donc après, je vous invite à prendre votre journal, à aller noter vos impressions, à noter vos émotions, à aller noter tout ce qui va vous venir à l'esprit sur le tirage, que ce soit comme ça en commençant à l'interpréter ou tout de suite dès que vous voyez les images, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Quoi que vous allez noter, c'est quelque chose qui vous appartient et c'est quelque chose que vous aviez besoin de noter à ce moment-là. L'important, c'est de commencer le dialogue avec vous-même. C'est d'initier un dialogue, c'est de commencer à se dire, bah tiens, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir me dire, etc., etc. Et il en découlera ce qu'il y aura à découler. Voilà. J'espère que ça, c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondir ou autre. C'était donc une première introduction au shadow work. L'idée, c'était de vraiment faire un premier pas et de commencer à vous montrer comment vous pouvez vous tourner vers vos ombres sans jugement. Et du coup, je trouvais ça pas mal aussi de vous montrer des jeux pour les personnes qui seraient pas encore, qui n'auraient pas encore mis un pied là-dedans. Là, c'était vraiment un moyen un petit peu de montrer aux personnes qui débuteraient dans le shadow work comment mettre un pied dedans. Je rappelle encore une fois quelque chose de très important et je ne le dirai jamais assez. Explorer son ombre, c'est faire émerger des choses de ton inconscient. Parfois, ça peut piquer, ça peut te bouleverser, ça peut réveiller des émotions très fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Ça peut remuer au plus profond, quoi qu'il arrive, parce qu'on met au jour des choses qu'on ignore. Donc il faut aller à ton rythme, rester toujours bienveillante, avoir toujours beaucoup d'autocompassion. Et je t'invite aussi en parallèle du shadow work, petit tip, en parallèle du shadow work, je t'invite à noter des gratitudes chaque jour aussi. Ça peut être des gratitudes sur ce que la vie t'offre et sur le fait que tu veux voir la vie justement d'un côté lumineux en la remerciant. Ça peut aussi être des choses positives que tu vois chez toi. Ça va t'aider à soutenir la bienveillance qu'il faut avoir dans le shadow work. Si tu ne te sens pas suffisamment bien, si tu n'es pas capable d'avoir de la compassion envers toi-même et de la bienveillance, le shadow work, pas encadré, peut être un peu dangereux, voire même un peu contre-productif et parfois te faire te sentir mal alors que le but c'est qu'il t'élève. Donc, les petites gratitudes ou les petites choses que tu aimes chez toi en plus à chaque fois pour contrebalancer, ça c'est pas mal. Tu fais un travail sur du shadow work, t'écris des gratitudes. Voilà, petit tip. Ça aide à garder l'équilibre au niveau mental et à pas être trop dans des choses qui peuvent bouleverser. Encore une fois, ça peut être des choses qui te bouleversent qui sont pas forcément négatives, mais ça bouleverse quand même. Ok ? Et si jamais ça devient trop difficile, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais je le répète et je ne le répéterai jamais assez dans un travail de shadow work, si ça devient trop difficile, stop. Tu arrêtes. Net. Next. C'est que c'est pas le moment. Et tu fais quelque chose qui te fait du bien. Tu fais une activité qui te fait du bien. Tu prends soin de toi, tu te chouchoutes, tu vas faire quelque chose vraiment où tu vas pouvoir un petit peu voilà, te sentir mieux. Et surtout, tu peux demander l'aide d'un professionnel, que ce soit un professionnel du tarot comme moi qui encadre le shadow work,
J'ai un accompagnement parmi mes accompagnements pour encadrer le shadow work et tu peux faire appel à moi pour ça. Je ferai avec toi et pour toi des tirages de shadow work, mais ce sera à chaque fois encadré. Je te donnerai à chaque fois des exercices pour aller plus loin chez toi aussi. Et je te donnerai à chaque fois aussi des huiles essentielles pour t'accompagner, pour te soutenir. Ça peut être vraiment aussi un très bon soutien de diffuser des huiles essentielles quand tu fais ton travail de shadow work. Parce que ça va t'aider justement à pas forcément basculer quand tu vas tomber sur des choses un peu bouleversantes. Ça va t'aider à pas basculer dans tes émotions, à rester bien ancré. Je te conseille aussi de faire des méditations avant chaque séance de shadow work pour bien t'ancrer, voilà, pour être sûr que ça va pas te faire basculer justement si jamais tu découvres quelque chose qui peut te perturber, hein. Le shadow work peut quand même aller assez loin. Tout travail psychologique, de toute façon, peut aller assez loin s'il n'est pas encadré. Donc surtout, le soutien d'un professionnel, ça peut bien sûr être un professionnel un tarologue, un tarot psychologique comme je le suis, mais ça peut aussi être bien évidemment un psychologue. Personnellement, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne dis pas assez, je pense, et qu'il faut dire et redire et redire. Personnellement, pour faire ce travail de tarot psycho, j'ai un suivi personnel en psychologie derrière. C'est pas d'une, j'ai une formation psychologie et de deux, j'ai un suivi psychologique. C'est obligatoire parce que sinon, tu finis par projeter sur les autres. En tant que professionnel, ça peut être très dangereux. Donc, tu as besoin d'avoir un accompagnement derrière ça. C'est hyper important. Et de toute façon, que tu veuilles être professionnel ou pas, que tu aies des problèmes mentaux graves, sévères ou autres ou pas, on s'en fiche. Être suivi par un psychologue, c'est, je pense, peut-être le meilleur conseil que je pourrais te donner dans ta vie. Voilà. Je suis pas forcément là pour parler de ça, mais il y a aucune honte à être suivi par un psychologue. Bien au contraire, toute personne qui fait un suivi, eh bien, cherche à améliorer sa condition et à cheminer dans sa vie. Donc ça reste toujours quelque chose de très positif. Et il en ressort que des choses très positives. Et ça peut être une bonne façon de faire la balance quand on entame avec les cartes un travail de shadow work ou avec l'écriture ou les deux. Vraiment, ça peut être un bon moyen de ne pas perdre de pied. Et puis, tout le travail de shadow work que tu peux faire aussi, eh bien, toi-même, derrière, tu peux en parler en séance avec ton psychologue et expliquer, ou ton ou ta psychologue et expliquer que eh bien, tu as fait ce travail-là, que ça a pu faire ressortir des choses. Et le psychologue, il peut aller démêler encore plus la plotte et à ce moment-là, tu es encadré. Et donc, ça peut être, tu peux faire justement le petit tirage que je t'ai donné tout à l'heure pour un peu mettre en lumière le truc. Et puis après, eh ben, tu peux l'apporter à ton psy et dire, bon, bah voilà, j'ai découvert ça, j'aimerais creuser un peu plus. Et c'est dans ton travail psychologique avec le professionnel que tu vas aller creuser. Et c'est des choses aussi que je peux moi-même proposer. Tu peux très bien avoir fait un travail sur quelque chose, avoir fait émerger quelque chose, et avec l'accompagnement Shadow Work, on va aller creuser un peu plus. Voilà, moi je te conseille, si t'es pas sûr de toi, si t'es pas forcément dans une période où tu te sens très bien psychologiquement, soit de ne rien faire, soit de le faire avec un professionnel. Et sinon, de commencer vraiment tout petit. Donc, pour en revenir au petit disclaimer encore une fois, le shadow work, c'est un chemin de connaissance de soi. Le but, c'est de mieux se connaître et d'avancer vers ce qu'appelle Jung, vers l'individuation. C'est un terme employé par Jung, c'est une forme d'accomplissement. Le chemin de l'individuation, c'est toutes les étapes qu'on peut avoir dans notre vie qui vont nous permettre d'arriver vers une forme d'accomplissement. Je pourrais être amenée à vous en reparler. Si vous avez envie de lire des écrits de Jung, les théories de Jung, c'est passionnant, notamment pour le tarot psychologique. C'est quelqu'un qui, pour moi, est très fondateur de tout ça. Était, en tout cas, puisqu'il est décédé. Mais vraiment, c'est pour moi une inspiration incroyable et quelqu'un vraiment très important pour moi dans tout ce que je produis au quotidien autour du tarot psychologique et introspectif. Donc, le shadow work, c'est un chemin de connaissance de soi. Le but, c'est d'améliorer sa condition, de se sentir mieux. Ce n'est absolument pas une compétition. C'est pas celui qui va aller creuser le plus loin et aller chercher le truc qui titille le plus. On s'en fiche. C'est pas une obligation d'affronter tout d'un coup, non plus. C'est pas parce que vous commencez un travail de shadow work qu'il va falloir attends, je vais aller en prendre plus et puis non, tu peux mettre en lumière un truc et prendre le temps de travailler sur ce truc que tu es en train de mettre en lumière. Des fois ça peut prendre 6 mois, des fois ça peut prendre 1 an, ça peut même prendre plus que ça. Et tu travailles que là-dessus.
parce que c'est quelque chose qui remonte et que tu as besoin d'aller creuser. Le but, c'est pas de dire « Ah bah j'ai fait sortir ça, ok c'est bien, je le range là. » Et puis « Ah bah tiens, je vais faire sortir ça, ok je le range là. » Non, ça va servir à rien. À partir du moment où tu fais émerger un truc, il va falloir bosser sur le truc pour l'intégrer. L'intégration, c'est super important. Ok. Et encore une fois, le but, c'est pas de se faire mal. Donc ça peut être dérangeant, on l'a vu, c'est bien aussi si on utilise des esthétiques dérangeantes ou des thématiques dérangeantes, parce que ça va aller nous chercher des trucs et ça va permettre peut-être de faire gagner un petit peu de temps. Plutôt qu'un jeu neutre qui va peut-être mettre plus de temps à réussir à faire émerger le truc, il va peut-être falloir que la carte, on la tire plusieurs fois avant de la comprendre, entre guillemets. Mais voilà, le shadow work en lui-même, que le jeu soit dérangeant ou pas, le shadow work en lui-même peut être dérangeant. Bien que parfois ça fasse émerger du positif, bien évidemment, des fois c'est pas toujours facile, c'est pas toujours fluide, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir poser ses limites avant de commencer. Limite, tu fais un contrat avec toi-même avant de commencer le shadow work, où tu poses tes limites, où tu poses ton cadre, où tu te dis que bah voilà, si jamais à un moment ça dévie un peu trop, tu t'autorises à arrêter, que si besoin tu vas aller consulter un professionnel, etc. etc. Tu peux essayer de faire une forme de contrat comme ça, parce que vraiment ça peut t'emmener chercher des choses assez loin et assez profondément, et que ce soit bien ou pas, ça peut te remuer quoi qu'il arrive. Voilà. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons-là, en fait, c'est parce que le shadow work, c'est mieux que ça soit accompagné, que le commencer seul dans son coin. C'est pour cette raison précisément que j'ai décidé de le mettre, le shadow work, à l'honneur dans la lanterne d'octobre. La lanterne, c'est mon membership, qui se trouve en fait en ligne. J'ai un serveur Discord en fait où on échange et je fournis un PDF et une vidéo par mois autour du thème du mois. Et donc là, ce mois-ci, le thème, ça va être explore tes ombres avec le tarot. Je vais proposer des exercices guidés, je vais proposer des tirages, je vais proposer des pratiques de journaling pour en fait aider les membres de la lanterne à pratiquer en douceur le shadow work, à mettre un pied dans le shadow work. Et que tu aies déjà commencé un peu ou pas, le but c'est en fait là d'être guidé et accompagné et surtout écouté aussi à travers cette pratique-là. On va explorer le shadow work ensemble au quotidien. Et du coup, je pense que si tu veux mettre un pied dans le shadow work, si tu veux rentrer là-dedans, eh ben, c'est une bonne porte d'entrée dans la pratique du shadow work, d'intégrer au moins pour le mois d'octobre, puisque c'est sans engagement. Tu peux très bien rejoindre la lanterne pour le mois d'octobre pour faire du shadow work et puis repartir après si les thématiques suivantes ne t'intéressent pas ou si tu avais juste envie d'approfondir le shadow work, c'est tout à fait possible. Mais je pense, et je ne peux que conseiller à n'importe qui voudrait s'essayer au shadow work, d'être accompagné, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est essentiel. Voilà, je voulais quand même vous informer que dans la lanterne, à partir du 1er octobre, on va traiter de ce sujet-là jusqu'au 31 octobre, tout le mois dans la lanterne. Et qu'aujourd'hui, la lanterne, c'est 40 éclaireuses, un éclaireur qui vient de nous rejoindre là tout récemment. 40 éclaireuses, un éclaireur et moi. Et du coup, bah voilà, je t'invite à, si ça t'intéresse, que tu as envie de creuser un peu, ça peut être un moyen de te dire, allez, je me lance, je vais voir ce qui se passe dans la lanterne, et de venir voyager à travers tes ombres à partir du 1er octobre. Comme d'habitude, je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Si tu souhaites, eh bien, t'abonner à mon membership. Voilà, c'était une petite conclusion là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses sur le shadow work ou que ça t'a aidé à le voir un peu plus profondément, te donner des idées peut-être de façon de travailler avec. C'était en tout cas introductif. Si tu veux aller plus loin, voilà, je t'invite à rejoindre la lanterne si ça t'intéresse. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi, observe ce qui se passe en toi et note tes réflexions. Bye bye!